Je propose à l'équipe de l'IRIAE de se présenter avant que nous allions plus sur vos présentations, le tour de table. Je garde cet écran dans un premier temps, si ça ne vous dérange pas. Oui, pas de souci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Sylvain Dursan, on aura l'occasion de représenter l'association dans l'introduction, donc responsable du pôle développement économique de l'Interréseau IAE en Hauts-de-France. Gaëlle Elghezal, bonjour à tous, chargée de mission développement économique principalement sur le département de la Somme. Bonjour à tous, Stéphanie Cordelette, chargée de mission sur le pôle développement économique de l'Interréseau de l'IAE des Hauts-de-France, notamment affectée au territoire de l'Aisne. Merci à tous les trois. Voilà, donc maintenant, ça va être votre tour. Si vous le voulez bien, ce serait sympa que vous puissiez vous présenter. Alors, je vous demande aussi de spécifier vos territoires. Si vous n'êtes pas renommé, merci en tout cas de votre nom, prénom et surtout vos territoires. Et bien évidemment, la raison de cette participation au webinaire sur l'IAE. Alors, comment on va, pour vous aider, j'ai cette première diapositive qui vous permettra de vous situer par rapport à votre projet. Est-ce que pour vous, vous êtes au stade de l'idée, donc vous avez la graine mais vous ne l'avez pas encore plantée? Est-ce que l'idée a déjà fait son chemin et vous êtes vraiment dans le montage de dossier? Ou est-ce que vous êtes déjà une structure installée et vous avez besoin de vous approprier les nouveautés sur l'IAE? Et puis ensuite, plus précisément, vous avez 4 petits chats là. Et comment vous vous sentez par rapport au pacte d'ambition, par exemple, ou le contrat passerelle? Est-ce que vous vous reconnaissez dans le chat 1 qui a l'air de maîtriser, qui est prêt à partager, le 2 qui un peu perdu et un peu agacé par toute cette charge de choses à connaître, le 3e petit chat qui lui est complètement paniqué, ou le 4e qui est déjà bien avancé et qui va chercher des compléments administratifs, les subventions, enfin tout ce que vous auriez besoin pour aller plus avant dans votre projet. Voilà, je vous propose maintenant de commencer. Alors, j'ai pas vraiment les noms, je vois vraiment pas le... Hélène, est-ce que tu peux lancer le... Alors, bien sûr. Merci. Je propose à Jérôme Mignot de prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, donc Jérôme Mignot, je suis sur la communauté de communes Est-Somme, donc plus précisément à Ham. Je suis chef d'entreprise en reconversion professionnelle. Je viens de céder mes entreprises où j'étais dans le milieu industriel. Je viens d'être diplômé conseiller d'insertion professionnelle. J'ai comme orientation possible la mise en place d'une structure type recyclerie sur notre territoire. Donc pour l'instant, je dirais que je suis à la petite graine pour reprendre les images. Par les diverses immersions que j'ai pu effectuer, j'ai quelques connaissances. Donc je me situerai entre le 3 et 4 au niveau des petits chats. Merci. Parfait, merci. Pascal? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Pascal Podguisser. J'accompagne un projet, enfin, je coordonne surtout un projet sur la commune de Holt, en Picardie-Maritime. C'est un projet qui a déjà organisé des événements de préfiguration. Tels que un atelier d'autoréparation, une bourse au vélo. Là, en ce moment, on est en train d'installer un repair café. On pensait qu'on allait l'ouvrir pour les vacances de la Toussaint, mais finalement, ce sera un petit peu plus tard. Voilà. Moi, en fait, je travaille aussi en collaboration avec une agence d'architecture qui développe des projets d'innovation avec des systèmes constructifs environnementaux, enfin qualitatifs, en tous les cas au niveau des questions environnementales, sur le territoire de Holt, donc dans un domaine privé.
Et toutes ces activités finissent par faire sens autour d'un projet plus ouvert sur le territoire avec les habitants. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place ces ateliers d'autoréparation dans lesquels on organise aussi des workshops avec des étudiants en architecture et en art et des résidences d'artistes. Voilà. Donc c'est un petit peu vague peut-être, c'est un petit peu vaste. C'est très vaste, surtout. Donc, alors moi je ne sais pas du tout ce que c'est que le pacte d'ambition et le contrat passerelle. Moi, pour essayer de me construire plus précisément sur ce projet, j'ai suivi la formation piloter un tiers-lieu de la coopérative des tiers-lieux à Lille. Tiers-lieux, oui, tout à fait. Voilà. Donc là, on arrive à la fin d'ailleurs de la formation. C'est une formation vraiment passionnante, très, très dynamique et vraiment superbe, où on parle beaucoup de SS. Mais je me suis lancée en fait sans vraiment venir voir les institutions telles que la BGE, tout ça. Et donc, je suis très contente aujourd'hui de vous rencontrer pour m'accompagner un petit peu sur ce projet. Alors, au niveau du petit chat, eh bien, ça dépend des jours. Voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Rémi et Nicolas. Vous êtes loin, Rémi et Nicolas. On vous entend de très, 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 très loin. Est-ce que vous êtes... Alors, vous pouvez crier si vous voulez. Ah, carrément. Ah, bah oui. Donc, bonjour. Nous sommes en pleine création d'une entreprise d'insertion, donc basée sur le recyclage de carton et de matériel électronique. Donc, pour situer notre projet, nous, au niveau des images, on est sur la deuxième image. Nous, le projet est vraiment bien avancé. Nous, on va déposer les statuts là à la fin de ce mois-ci. Et pour le pacte ambition et le contrat passerelle, on est plus sur les chatons numéro 3 et 4. Super. Sur quel territoire? Je n'ai pas bien entendu, pardon. Sur le territoire du pays de la communauté du pays du Coquelicot, sur le territoire d'Albert. Le pays du Coquelicot. On en entend beaucoup parler, le pays du Coquelicot. Peut-être grâce à vous. Hein. Voilà. Et moi, je n'ai pas compris quel projet, sur quelle thématique. Alors, c'est vraiment une création d'une EI, d'une entreprise d'insertion, sur du recyclage de carton et de matériel électronique. D'accord. Avec toute une étape de transformation du carton et de reconditionnement du matériel électronique. Super, merci beaucoup. J'ai ensuite Sylvie Thévenet. Oui, alors bon, donc moi je suis Sylvie Thévenet et je porte un projet au sein de la Maison d'économie solidaire qui est dans le pays de Bray, à la Chapelle-aux-Pots exactement. Et le projet, c'est de mettre en place un dispositif pour faire du réemploi d'aide technique médicale, tout ce qui est matériel de maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Voilà. Alors, moi, mon projet, je dirais que j'en suis... j'ai passé la graine, là, je suis en train de chercher des financements et de créer une asso pour l'atelier et recherche de locaux. Et puis, au niveau du chat, je dirais entre le 2 et le 3. Voilà. Merci. Merci. Alors, bon, là j'ai un petit souci, c'est que je ne vois pas tout le monde apparaître, donc je vais faire comme ma collègue. Caroline? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je me présente, je suis Caroline Bétoir. Je suis actuellement conseillère en insertion professionnelle au sein des Compagnons du Marais, qui est un CHRS sur Creil, donc dans l'Oise. Et on a pour mission de créer un atelier chantier d'insertion autour de la restauration, parce que nous avons déjà une cantine
Et le but, c'est de créer une cuisine centrale pour distribuer des plateaux repas solidaires aux associations du territoire. Par rapport à notre projet, nous sommes sur le montage de dossier qui a bien avancé. Il nous manque encore quelques petits éléments. Et par rapport à tout ce qui est le pacte d'ambition et le contrat passerelle, je me verrai à l'image numéro 2 où je n'ai pas encore connaissance de tout ce qui peut se faire autour de ces 2 actes. Merci beaucoup. De rien. Merci. Valentine? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Valentine Cusin. Je travaille pour une association sur Beauvais qui s'appelle la Ludoplanète. C'est une ludothèque itinérante qui souhaite se développer et créer un atelier chanté d'insertion spécialisé dans le réemploi de jouets. Et donc, je suis chargée de projet. Là, j'en suis à la phase d'études action. Et au niveau ce qui concerne le volet insertion, je maîtrise pas encore tout à fait. Je dirais que je suis plutôt le petit chat numéro 2. Merci. Marine? Oui, bonjour. Je m'appelle Marine Bréville. Je suis dans l'Oise, à Terdonne, c'est à côté de Beauvais. Par contre, alors, je sais pas si j'ai mal appuyé sur un bouton, mais je vois pas du tout Moi, c'est noir, mon ordinateur. Oui, ça arrive, ça nous arrive. Vous inquiétez pas, c'est Teams. Alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Normalement, il faut que vous redémarriez tout votre ordinateur, vous relanciez l'application. C'est pas grave si vous ne voyez pas. Voilà, vous aurez tous les commentaires audio au moins. Je me dis, mais du coup, j'ai pas tout compris l'histoire des petits chats. Ah oui, mais c'est pas grave. C'est des petits chats qui font la grimace ou pas en fonction de votre état de connaissance du pacte d'ambition ou du contrat passerelle. Ah, moi, j'en suis au tout début. Disons que je prends mon temps. J'ai une idée et ça se fait tout doucement. Donc, tout début. D'accord, donc vous en êtes au début en fait, le chat qui découvre. C'est ça. Super. Alors maintenant, j'ai 2 Eric. Alors, je sais pas. Quel projet pour Marine? Ah oui, Marine? Pardon. Le projet, ce serait donc, je suis en école de yoga et le projet, ce serait de créer à ma sortie de l'école un écolieu qui permettrait, qui fonctionnerait grâce à un chantier d'insertion. Et voilà. Merci Marine. Maintenant, j'ai 2 Eric. Alors, Éric Rouen, par exemple. Oui, bonjour. Je crois que c'est moi les 2 sessions, parce que je me suis connecté à l'ordinateur et ça a bugué, et je me suis connecté d'un téléphone portable. Donc, je pense que les 2, ça doit être moi, à D'accord. mon avis. Donc, voilà. Donc, Éric Ruin. Donc, moi, j'ai monté une association qui s'appelle l'Atelier Havre-Lucenois dans le textile sur Moreuil. Et là, je suis en attente de l'agrément pour la CI, qui devra arriver normalement assez rapidement, j'espère. Donc voilà, au niveau du chat, je serais plutôt, on va dire, au niveau allez, on va dire du 3. Voilà, je commence à comprendre certaines choses, mais il y a encore plein de choses à apprendre. Voilà. Super, merci. Alors, il n'y a pas d'autre Eric qui veut prendre la parole? Oui, bonjour. Ah si, il y en a un deuxième, c'est bien ce que je me disais. Ah si, il y en a bien un deuxième, n'hésitez pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Moi, je suis Eric Awansou. Je suis actuellement chargé de mission auprès de la Maison d'économie solidaire à La Chapelle-aux-Pots en vue de mener des études de faisabilité pour monter une plateforme de tri textile dans le Beauvaisis. Donc, le principe, c'est de nouer des partenariats avec des associations locales pour avoir accès à leur surplus de gisement en ce qui concerne le textile, les ramener au sein d'une plateforme pour les faire trier en insertion et les revendre, que ce soit dans des boutiques solidaires, à l'export pour ce qui est du textile chaud, et les rediriger également vers des filières de recyclage pour pouvoir en faire de l'isolant, des chiffons d'essuyage et des fibres.
Super, merci beaucoup, Eric. Alors, en ce qui concerne le pacte d'ambition, moi, je me situerais plutôt entre le 2 et le 3. D'accord. Voilà. Merci, Eric. Alors, après, nous avons des collectivités, il me semble. Est-ce qu'il y a encore des porteurs de projets ou des entrepreneurs? Parce que, en fait, dans ma liste, je vois, il y a Consuelo. Bonjour, Consuelo. J'ai connecté. Bonjour Hélène et bonjour tous. Donc, Consuelo Montfort pour l'Aglo du Beauvaisis. On est bon, je viens du secteur traditionnel. Je suis en charge de Starlab, pépinière, incubateur d'entreprise pour les Beauvaisis. Et on est de plus en plus amenés à travailler avec des projets à impact social. Donc, j'ai cherché à comprendre un peu comment ça fonctionne derrière les scènes, parce que voilà, on a heureusement des organismes collaborateurs comme la BGE qui maîtrisent ces sujets et qui ont les bons rouages et les bons partenaires. Mais c'est bien aussi de commencer à parler le même langage que les porteurs de projets. Donc, je viens en mode curiosité. Donc, je suis un chat plutôt curieux pour découvrir avec vous voilà, les rouages derrière ces mots, pacte d'ambition, contrat passerelle, ce que ça peut impliquer pour les porteurs de projets et pour les collectivités finalement. Super, merci, merci Consuelo. Nous avons une collectivité avec nous, Joanne. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, je suis chargé de développement économique à la communauté de communes des Pays d'Oise et Alatte. Aujourd'hui, mes élus et notamment mon vice-président en charge de l'économie nous a demandé de travailler sur la thématique du territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, nous avons une première expérience menée sur le territoire du Compiègnois, au niveau de l'agglomération de la région de Compiègne, et nous souhaiterions effectivement mener le même type de projet chez nous. Ça consiste à la finalité, à créer une entreprise à but d'emploi permettant de réinsérer des chômeurs de longue durée, hein, comme son nom l'indique, dans une entreprise pour tout simplement remettre le pied à l'étrier. Et aujourd'hui, donc, je suis à la recherche de partenaires pour mener ce projet à bien, parce que je sais très bien qu'une collectivité ne peut pas mener ça de bout en bout. Une entreprise à but d'emploi, c'est bien une entreprise, et par principe, une collectivité ne peut pas être une entreprise. Donc, nous serions effectivement aujourd'hui partenaires de ce dispositif, et nous sommes tout à fait ouverts aux discussions et à la rencontre des partenaires potentiellement sur cette thématique. Concernant le pacte d'ambition et le contrat passerelle, je n'y connais rien du tout. Donc, je suis au niveau du petit chat numéro 2, voire 3. Et nous sommes au niveau de notre projet. Donc, les élus ont acté le fait de travailler sur cette thématique. Donc, nous sommes au niveau de la plantation de la graine. Voilà. Super, merci beaucoup. Il y a notre collègue Sébastien, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bien sûr, pas de souci. Alors, attendez, je mets la caméra, ça sera plus pratique. Voilà, parfait. Donc, je suis Sébastien Mézières. En fait, je suis le nouveau directeur territorial de la BGE Picardie sur l'antenne de la Somme. Et l'idée, en fait, c'est de découvrir un petit peu l'horizon et l'offre de services de la BGE, et notamment sur le monde de l'ESS. Merci Sébastien. Je vous en prie. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ce qui peut arriver. Bon, bah, apparemment non, donc c'est super. Je te laisse la main, Marie-Laure. Merci beaucoup Hélène. Eh bien, en fait, je vais maintenant passer la main à nos collègues de l'IRIAE qui ont une présentation à faire, qu'ils vont faire en trio, d'après ce que j'ai compris. Et je crois que Gaëlle, tu vas pouvoir faire toi-même le partage d'écran. Vous voyez bien mon écran? Nickel. Ah, super. Merci Gaëlle. Merci pour ce soutien logistique, ô combien indispensable dans le genre de réunion en Zoom. Alors, comme je le disais en introduction,
En tout cas, merci de ce tour d'horizon. Alors, je suis désolé, mais je pense qu'il y aura des frustrés, peut-être, des personnes qui ont déjà un niveau de connaissance assez élevé, d'autres moins. Donc, voilà, c'est vrai que ce genre de réunion collective, on peut être amené à frustrer des personnes parce que le niveau de connaissance n'est pas forcément le même. Mais bon, voilà, on pourra être à votre écoute pour répondre à les questions. On essaie de faire ça de manière interactive, pratique, simple. Donc, n'hésitez pas à utiliser, comme le disait tout à l'heure l'organisateur, donc narrateur de mémoire, je crois, d'utiliser le petit afficher la conversation, la petite bulle, si vous souhaitez intervenir lors de nos présentations. Et on va la faire effectivement en 3 voix, parce que sinon, c'est lassant aussi pour les auditeurs d'écouter toujours la même personne. Je vais présenter rapidement notre association, donc l'interréseau de l'IAE en Hauts-de-France, qui veut dire l'interréseau de l'insertion par l'activité économique dans notre région, qui est une association récente, 2017, mais qui s'est adaptée aussi à la nouvelle géographie territoriale avec la fusion effectivement de 2 régions, Nord-Pas-de-Calais d'un côté et Picardie de l'autre. Elle est présidée par Emmanuel Stéphan, donc pour un mandat de 3 ans qui a démarré en début d'année. Emmanuel Stéphan est à la fois à la tête d'un ensemblier d'insertion sur le territoire de la métropole européenne de Lille, à Roubaix, mais également président national d'un des réseaux qui est Chantier École. En appui, bien sûr, avec un conseil d'administration, mais comme chaque association, et des membres qui sont aussi investis dans le bureau. L'interréseau, comme son nom l'indique, on est une association qui regroupe 8 réseaux de l'insertion par l'activité économique, 8 réseaux qui accompagnent, défendent, représentent, soutiennent les structures d'insertion par l'activité économique dans notre région. Alors, on a fait effectivement un premier exercice avec la BGE en juin, où on avait justement expliqué un peu ces différentes notions de famille IAE au sein de nos réseaux, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais voilà, donc des réseaux, on en a 8, je vais les citer, c'est nos employeurs, donc il faut aussi les Chantier École, qui est plutôt le réseau de référence des ateliers chantiers d'insertion, le CORAS, qui est un réseau plutôt généraliste et plutôt attaché à la coopération territoriale entre acteurs, notamment acteurs de l'ESS, acteurs de l'IAE, la Fédération des acteurs de la solidarité, alors qui plutôt sur les questions d'accompagnement des publics et voilà, thématique autour de l'accompagnement au logement. La Fédération des entreprises d'insertion, qui est plutôt le réseau de référence des entreprises d'insertion, des entreprises de travail temporaire d'insertion, mais également des entreprises d'insertion de travailleurs indépendants. Ça, c'est un nouveau modèle, on aura l'occasion d'y revenir. L'URAI, qui est le réseau de référence des associations intermédiaires, donc mise à disposition. L'Union des régies de quartier est associée, mais qui ne s'appellera plus bientôt Nord-Pas-de-Calais, mais Hauts-de-France, parce qu'on a des régies de quartier, alors peu, il y a, je pense, 6 à 7 régies de quartier dans notre région, dont une à Méru, et les autres sont plutôt dans le Nord-Pas-de-Calais. L'URIOPS, l'Union régionale interfédérale des œuvres professionnelles, santé et sanitaire, je pense que je pense avoir, qui ne fait pas que de l'insertion par l'activité économique, qui n'est pas un réseau qui s'occupe que de l'insertion par l'activité économique, mais qui, dans ses adhérents, a des structures d'insertion, et un modèle original qui est l'Union régionale de l'insertion par l'activité économique Nord-Pas-de-Calais, qui est pour le coup un réseau de structures qui a été monté il y a une trentaine d'années dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais. En fait, c'est un réseau qui n'est pas affilié, contrairement aux autres, à un réseau national. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un réseau de structures originales. Donc, ce sont 8 réseaux qui défendent, soutiennent, encore une fois, accompagnent. Et cette question de réseau, on aura l'occasion d'y revenir également. Lorsque vous souhaitez développer une structure d'insertion par l'activité économique, il est important, moi je martèle à toutes les structures que je rencontre, d'adhérer, en tout cas, d'être représenté sur l'un des réseaux. Moi, je suis actionnaire dans l'aucun des réseaux, donc mais en tout cas, d'être représenté, d'être défendu, d'être accompagné, conseillé. Il est important, du coup, d'être dans vos réflexions, de vous poser la question d'une adhésion à l'un de ces réseaux en fonction de vos spécificités
de vos spécificités, et puis après de votre engagement et du regard que vous pouvez porter sur ces réseaux. Merci Gaël. L'interréseau rapidement, hein, une équipe d'une vingtaine de salariés éparpillés à Lille. Moi, je suis à Lille, à Amiens. Gaël est à Amiens et à Saint-Quentin. Stéphanie est à Saint-Quentin. Donc voilà, là pour le coup, on ne peut pas être plus parlant en termes de répartition géographique. On est présent sur 3 sites, répartis en 4 pôles opérationnels. Voilà, pôle des délégués régionaux, c'est-à-dire je vous parlais tout à l'heure des réseaux. Chantier École a une déléguée régionale, l'URIA a un délégué régional. Enfin voilà, donc il y a un pôle de délégués régionaux qui travaillent ensemble. Un pôle développement économique, j'y reviendrai parce que c'est celui qu'on anime et c'est que je représenterai tout à l'heure. Un pôle formation, qui est là plutôt à disposition des structures d'insertion sur le volet parcours de formation pour les salariés en parcours. Et on aura l'occasion de revenir aussi sur ces notions de salariés en insertion. Donc d'apporter un peu d'ingénierie, de ressources auprès des structures sur ce domaine-là. Et on aura l'occasion aussi de parler du volet formation dans le cadre de cette matinée. Et un pôle services et accompagnement avec un appui juridique. Donc on a un juriste dans notre association qui est là pour vous accompagner sur tout ce qui peut tourner autour du droit social. Hein. Je veux renouveler un CDDI, je veux rompre une période d'essai, je veux prendre quelqu'un en CDI sous certaines conditions, temps partiel. Enfin voilà, on répond de manière très pratico-pratique aux questions des structures. On accompagne dans l'Aisne et dans la Somme un dispositif qui s'appelle le dispositif local d'accompagnement, qui est un service qui est proposé aux structures de l'ESS, pas uniquement de l'insertion par l'activité économique. Quand une structure se pose une question sur sa gouvernance, sur un changement de stratégie, sur une réflexion sur son mode de faire, son modèle économique, il peut être accompagné dans le cadre d'un DLA avec des experts qui viennent vous auditer, entre guillemets, et vous faire des propositions pour faire court. Et puis, on anime sur la métropole européenne de Lille, donc ça vous concerne moins, un dispositif qu'on appelle CIBEL, sortie inclusive des bidonvilles par l'emploi et le logement, qui est, comme son nom l'indique, une action de résorption des bidonvilles, donc plutôt à destination des publics roms et bulgares, donc de pouvoir les identifier, les accompagner, les mettre en relation avec des structures d'insertion et travailler sur cette dimension de logement, d'accès au logement. Ça, c'est pour l'interréseau. Focus sur notre pôle de développement économique. Qu'est-ce qu'on fait, nous Gaël, dans la Somme et un peu dans l'Oise, Stéphanie, dans l'Aisne, moi, un peu partout, et puis Inès, plutôt sur le bassin minier. On vous accompagne notamment sur ces notions de marché public. Donc, on est plutôt, alors, modestement, mais en apporteur d'affaires. On essaie de faire le lien partout où c'est possible avec des acheteurs publics et privés qui ont des besoins. Et ces besoins peuvent se traduire par une orientation plutôt vers des structures d'insertion par l'activité économique, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'achat socialement responsable. Stratégie de développement d'affaires concertée avec les structures de l'ESS, notamment en partenariat avec la CRES Hauts-de-France et d'autres acteurs comme l'APESC, un peu présent dans l'Aisne. Participation, on incite les structures à participer à des salons d'affaires également. Alors, on a un partenariat avec une agence qui s'appelle Coteo et qui organise une dizaine de salons professionnels par an sur notre région. Alors, quand je dis sur notre région, ça va de Calais à Beauvais, et notamment alors Amiens, c'est passé. Dans l'Oise, on va avoir un salon d'affaires le 16 novembre du côté de Compiègne. Alors, ce n'est pas Compiègne, c'est Marny et Compiègne. Un sur Beauvais. Et on était à la Capelle début octobre avec Stéphanie. Donc, on incite aussi les structures à s'inscrire sur ces dynamiques de salon d'affaires et d'aller chercher du business, tout simplement, d'aller chercher, de se présenter ses compétences et dire, au fait, l'entretien de vos bureaux, en fait, la récupération de vos cartouches, en fait, la récupération de vos cartons, je peux être une solution locale. Et cette solution locale peut contribuer aussi à l'emploi de publics en difficulté. Donc, on est encore sur ces dynamiques d'achat socialement responsable en lien avec la RSE, mais aussi avec des sensibilités d'entreprises privées qui disent « oui, je veux donner un sens un peu à mon besoin » et plutôt le flécher vers des structures de l'IAE.
Accompagnement à la coopération territoriale sous toutes ses formes. Donc, bon, ça, on va pas trop en parler aujourd'hui, mais ce sont des choses qu'on peut proposer sur les territoires à travers alors les GES, les groupements d'employeurs solidaires. J'espère ne pas dire de bêtises sur l'acronyme parce qu'on en a beaucoup et on va vous en donner beaucoup aujourd'hui. Et notamment les dynamiques de PTCE qui sont lancées par le gouvernement actuellement. Politique territoriale de coopération économique. Et sur les territoires qui ont été cités, il y en a, je crois, quelques-uns qui portent aujourd'hui des PTCE. Donc, vraiment des dynamiques de coopération entre acteurs de l'IAE, mais pas que, acteurs de l'ESS, universités, sur la recherche, des entreprises, des collectivités. Et vous aider aussi à l'évolution des modèles économiques, à la création de nouvelles structures. Donc, quand on dit évolution des modèles économiques, c'est cette réflexion de dire je suis un atelier chantier d'insertion, je souhaite créer peut-être une entreprise d'insertion, donc créer et vous sourcez également sur des thématiques, en tout cas d'orienter vos modèles économiques sur des thématiques qui sont plutôt portées par l'État aujourd'hui. Et je pense qu'on est très clairement au cœur de ce sujet par rapport à ce tour de table, autour de l'économie circulaire, le réemploi. On en a beaucoup entendu parler là ce matin quand vous vous êtes exprimé, d'éco-construction, d'alimentaire, circuits courts, circuits bio, enfin un certain nombre de thématiques. Et donc, nous, on accompagne, on donne de la ressource, un maximum de ressources auprès des structures en disant sachez que sur le territoire, il y a des appels d'offres, il y a des appels à projets, il y a des dynamiques territoriales qui poussent les structures à réfléchir sur des nouveaux segments d'activité. Voilà, donc on vous accompagne, toutes les structures, en concertation et en appui avec les différents réseaux de l'IAE. On ne fait rien sans les délégués régionaux. L'accompagnement qui est conçu sur un principe de partage, d'action collective, de concertation, de coopération, de complémentarité. On insiste beaucoup sur ces notions, on est dans l'ESS, mais de faire en sorte que lorsqu'on va sur les territoires, ce n'est pas forcément que pour une seule structure, mais qu'on essaie d'apporter un peu de dynamique collective. Il nous arrive, bien entendu, de faire du soutien individuel, mais voilà. On peut, enfin, en tout cas, on mène aussi dans notre ADN. Je pense notamment à ces notions de marché. Quand on arrive à dégoter des marchés pour les structures, on essaie de faire en sorte que les structures, au lieu d'être en concurrence, répondent en groupement et en complémentarité. Donc, 6 axes. Aujourd'hui, en direction des porteurs de projets, je remercie la BGE de nous avoir accueillis, mais c'est pleinement dans nos fonctions d'accompagner les porteurs de projets. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est un peu ce qu'on fait, alors ça serait mentir de vous dire quotidiennement, mais régulièrement à destination de porteurs de projets. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a un auditoire très large et donc c'est très bien aussi. Donc, on va vous donner ces premières informations. Enfin, voilà, quand on a des porteurs de projets, il faut parler de l'insertion par l'activité économique et il faut aussi leur indiquer qu'est-ce que ça va impliquer très, très concrètement dans leur quotidien. Et ça, c'est vraiment le fil conducteur de cette matinée. Donc, développement d'activités en lien avec les marchés publics, coopération et passerelle avec les entreprises. On aura l'occasion d'y revenir très, très rapidement sur la notion des contrats passerelles. Stratégie de développement d'affaires, donc animer des rencontres entre vous, entre vous et d'autres acteurs, des acteurs publics, des acteurs privés. Faire de la veille, vous outiller, voilà, communication et veille, et puis être représenté, travailler en partenariat avec d'autres acteurs de l'ESS. Donc, j'ai cité la CRES Hauts-de-France, la PES. On travaille également avec la plateforme régionale des achats de l'État, voilà, qui se trouve à la préfecture de Lille, mais qui recense un peu les différents besoins des ministères déconcentrés de la région et impulser des dynamiques de marché réservé notamment, et avec un organisme qui s'appelle, enfin un organisme, c'est même pas un organisme d'ailleurs, mais un observatoire régional de la commande publique où on essaie aussi d'apporter notre regard sur ces notions d'achat socialement responsable. Ça, c'est sur la présentation du pôle. On est parti ce matin, et je ne vais pas dire merci Gaël à chaque fois, mais on est parti ce matin
Par rapport à ce qu'on avait déjà présenté au mois de juin, et j'ai cru reconnaître quelques têtes de personnes qui étaient déjà venues au mois de juin, où on avait présenté grosso modo l'insertion par l'activité économique. On est parti du principe que vous allez, et là on était plutôt sur une graine qui était bien, qui commençait à pousser, mais voilà, j'ai un projet, j'ai un créneau d'activité, je veux faire une structure d'insertion, je veux donner du sens à mon projet, je veux donner du sens à tout ça, donc je dois déposer ma demande de conventionnement auprès des services de l'État, donc qu'on appelle la DETS, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, et donc vous devez déposer une demande de conventionnement auprès des services. Cette demande de conventionnement, elle est lourde. Tout à l'heure, on voyait le chat qui faisait un peu la tête ou qui faisait ça. Je pense qu'il faut vous intégrer à un moment donné cette phase-là, dans le cadre de la demande de conventionnement. Et je vous expliquerai quand même un tout petit peu pourquoi. Et donc, on va partir de cette demande de conventionnement pour vous expliquer en quoi, qu'est-ce que ça implique très clairement de conventionner et de faire une demande de conventionnement auprès de structures d'insertion par l'activité économique auprès des services de l'État. C'est l'État qui vous conventionne et c'est l'État qui va à un moment donné vous donner, en tout cas vous financer à travers ce qu'on appelle les aides au poste. Et donc, par conséquent, comme vous êtes conventionné par les services de l'État et que vous bénéficiez d'aides au poste publiques, vous avez des choses à faire, des pratiques à imaginer en direction des publics en insertion. Donc, on va parler de manière très pratique de ce projet social, de structure d'insertion par l'activité économique à 3 voies. Ne vous inquiétez pas, vous ne m'entendrez pas toute la matinée. À partir de votre support d'activité, ça va créer de l'emploi. C'est le but des structures d'insertion par l'activité économique, c'est de créer aussi de l'emploi inclusif, donc qui va s'adresser à des publics cibles. Quand vous allez recruter des personnes et faire travailler ces personnes sur votre support d'activité, il faudra également en parallèle, et on parle de l'accompagnement social et professionnel, donc d'envisager des personnes ressources à l'interne, éventuellement externalisées, mais des personnes ressources qui vont assurer ce suivi, cet accompagnement social et professionnel. Et là, Stéphanie aura l'occasion d'y revenir. Travailler également sur ces aspects de formation en direction des salariés en parcours, de dire, voilà, je recrute des personnes, et quand vous recrutez des personnes dans votre structure d'insertion par l'activité économique, elle n'est pas chez vous à vie, elle est ce qu'on appelle des étapes de parcours, que l'insertion par l'activité économique est une étape de parcours. Donc la personne arrive, reste à minima 2 ans chez vous, et durant ces 2 ans, vous devez lui proposer des parcours de formation, mais on aura l'occasion d'y revenir, ça ne veut pas dire de l'envoyer directement en formation, mais des modules, donc on y reviendra. Vous allez contribuer à l'activité économique et au développement de votre territoire. Donc ça aussi, il faut le valoriser dans le cadre de votre projet déposé auprès des services de l'État. En quoi mon projet social, mon projet de création de structure d'insertion par l'activité économique impacte l'activité économique de mon territoire. Et donc, j'ai bien pris connaissance de l'environnement territorial. Il y a des entreprises, il y a des organismes de formation, il y a des créations, il y a des projets portés par les collectivités. Tout à l'heure, on entendait parler de BE, ça fait partie des choses complémentaires. Voilà, donc je m'intéresse à mon territoire et je sais que mon projet peut avoir une résonance par rapport à ce qui est autour de moi. Donc, vraiment vous intéresser à l'environnement local. Et puis, la définition du budget, j'ai entendu parler aussi tout à l'heure d'un petit peu ces problématiques de budget. La BGE vous accompagne, mais on vous donnera aussi quelques pistes à ce propos. Donc, vraiment partir, et les thématiques qui sont là, vous les trouverez lorsque vous déposez un dossier de conventionnement auprès de la DETS, alors qui se fait de manière dématérialisée, mais en gros, vous voulez déposer un conventionnement auprès des services de l'État, eh bien, vous devez vous poser ces questions-là. En tout cas, vous devez réfléchir sur ces aspects-là que nous allons aujourd'hui, ce matin, vous décrire un petit peu plus. Merci. Rappelez rapidement l'insertion par l'activité économique. Une structure d'insertion par l'activité économique s'adresse à des personnes qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles.
Ça, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est la loi, mais c'est l'ADN de l'IAE. Donc, s'adresser à des publics cibles qui rencontrent sur le territoire des difficultés professionnelles et sociales. Difficultés professionnelles, c'est lié notamment à la durée d'inscription à Pôle emploi, mais pas que, faible qualification. Et les difficultés sociales, j'ai des problèmes de mobilité, j'ai des problèmes de logement, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de papier, comme on dit, problèmes administratifs. Donc, vous allez recruter des personnes, mais j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est l'ADN de l'IAE, c'est de s'adresser à ces publics. Et on parlait tout à l'heure du pacte d'ambition. Pacte d'ambition, comme son nom l'indique, l'ambition de donner sa chance à chacun, et notamment ceux qui sont là, définis, difficultés sociales et professionnelles. Et qu'on va, dans le cadre du pacte d'ambition, octroyer, en tout cas plus de moyens, pour passer d'un accueil où on était à 140 000 au niveau national de personnes accueillies dans nos structures il y a encore 4 ou 5 ans, à 240 000 personnes accueillies dans nos structures. Alors, je dis à la fin du mandat, parce que c'est les... Mais voilà, l'idée, c'est d'arriver à 240 000 personnes accueillies dans nos structures. Allez, je vais être fin 2022. Et à travers ce pacte d'ambition, c'est donc donner plus de postes, plus de moyens de recrutement aux structures, mais également de les accompagner dans leur dynamique de développement, par des moyens, notamment financiers, d'aide à l'investissement, etc., etc. Alors ça, c'est d'ailleurs ces aides dans le cadre du pacte d'ambition, ce que je dis là est très séquencé aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que c'est plutôt sur des appels à projets, des AMI, des appels à manifestation d'intérêt. Donc c'est assez séquencé aujourd'hui. On est sur un rythme où on ne peut pas vous dire aujourd'hui, allez demander 500 000 € d'investissement auprès des services de l'État. On vous enverra peut-être, pas balader, ça c'est pas le mot, mais en tout cas on vous dira, plus cette année parce qu'on est en fin d'année et qu'on n'a plus les budgets pour ça. Mais voilà, en tout cas, ce pacte d'ambition, du développement et de la création d'emplois. Donc, vous accueillez ces personnes. L'objectif, c'est de faciliter leur insertion en proposant un contrat de travail et un accompagnement spécifique. Donc, contrat de travail en lien avec votre support d'activité. J'en parlais, vous avez parlé de recyclerie de jouets, papier, électronique. Enfin, j'ai pris quelques notes, mais on a entendu le textile. Voilà, vous allez créer un support d'activité. Donc, vos salariés en insertion vont travailler sur ce support d'activité. Et en parallèle, un accompagnement spécifique. On aura l'occasion d'y revenir. La mise en œuvre de cet objectif suppose un partenariat entre structures de l'IAE sur un même territoire. Et quand je vous parlais tout à l'heure, l'environnement local, c'est de vous intéresser aussi aux différentes structures qui existent sur votre territoire. De toute façon, si vous n'y pensez pas, on vous demandera de le faire, pour voir si justement votre support d'activité vient en complément, vient en complémentarité ou vient peut-être en supplément sur un territoire. Si demain, je prends l'exemple de la métropole européenne de Lille, si quelqu'un vient aujourd'hui, demain, avec un projet espace vert, on lui dira gentiment, monsieur, il y en a 12, 13, 15. Il y a déjà une quinzaine de structures qui travaillent sur cette activité. On va oublier. Donc entre structures d'insertion et puis après, les services publics, le monde économique, les organismes sociaux, etc., etc. Donc, un projet, mais dans un environnement. Et un objectif partagé, l'accompagnement global, qui vise à l'emploi, un retour à l'emploi des publics de manière durable et de qualité. Comme je le disais tout à l'heure, étape de parcours. Un salarié en parcours dans une structure d'insertion, il est de passage, sauf quelques exceptions, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, hein, notamment sur le... Mais globalement, ils sont très majoritairement de passage et que durant ce passage, vous devez donner tous les moyens possibles à ce salarié en insertion pour qu'il puisse, dès qu'il sort de chez vous, bénéficier d'un contrat de travail dans une entreprise classique, si possible durable et de qualité. Donc ça, c'est votre boulot en tant que porteur de projet, futur responsable de structure d'insertion par l'activité économique. Comme je le disais tout à l'heure, l'IAE, c'est défini par la loi, ça ne vient pas de moi, hein, ce n'est pas ni de Gaël ni de Stéphanie, ce n'est pas nous qui l'avons défini, mais l'IAE, c'est ça. L'insertion par l'activité, je résume, mais définition juridique simple, précise, claire. L'IAE a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail, donc chez vous, dans votre structure, en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Et vous mettez en œuvre, les structures d'insertion, des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. L'IAE, notamment,
par la création d'activités économiques, contribuent également au développement des territoires. Donc, on reviendra aussi sur, enfin voilà, j'insiste grossièrement, mais sur le fait que vous n'êtes pas tout seul sur votre territoire et qu'il faut travailler avec votre environnement. Très rapidement, je vous parlais tout à l'heure des réseaux, URAI, plutôt association émergente, etc., qui s'expliquent par cette slide. C'est-à-dire que dans l'IAE, vous avez plusieurs familles. C'est un peu le jeu de cette famille, mais à part que là, on n'en a que 5 pour le moment. Mais vous avez 5 familles dans l'IAE. 2 qui sont sur la mise à disposition de personnel. On met à disposition du personnel, soit auprès des entreprises, soit auprès des collectivités, soit auprès des associations. Je ne vais pas aller plus loin parce que, alors déjà, vous allez avoir les supports, mais que ce n'est pas le cœur, enfin, en tout cas, vous n'avez pas exprimé aujourd'hui la volonté de créer une structure qui met à disposition du personnel. Donc, on a les associations intermédiaires et les ETTI de l'autre. Vous avez des structures qui produisent et vendent du bien et service. À l'intérieur de ces structures, vous avez l'atelier chantier d'insertion, où le cœur d'activité est plutôt orienté vers ce qu'on appelle des activités d'utilité sociale, parce qu'on est sur le premier échelon dans le cadre, dans notre jargon, de montée en compétences, de parcours. L'ACI est considérée comme la première marche dans l'insertion par l'activité économique. Qui dit première marche, dit on va s'adresser aux publics les plus éloignés de l'emploi. Donc ça, il faut aussi l'intégrer dans vos réflexions. Vous allez vous adresser à des publics qui n'ont pas travaillé depuis 4 ou 5 ans. Vous allez vous adresser à des publics qui ont des difficultés d'ordre périphérique important, qui vous dit ah bah il viendra pas forcément à l'heure tout le temps. Enfin voilà, qui en tout cas ont pu perdre des repères simples de oui j'arrive à l'heure, je réponds à une consigne et je réponds. Enfin voilà. Donc ça quand on dit premier, alors je veux pas noircir le tableau, mais c'est une réalité. L'ACI s'adresse aux publics les plus éloignés et c'est pour ça qu'on dit que l'ACI développe plutôt des activités d'utilité sociale qui peuvent être réalisées plutôt en collectif et qui doivent nécessiter un encadrement technique. On aura l'occasion de revenir sur cette notion d'encadrement technique aussi au sein des structures d'insertion par l'activité économique. Donc, quand on dit d'utilité sociale, les espaces verts, le nettoyage, le bâtiment second œuvre, mais c'est vrai qu'il y a tout ce volet autour de recyclage, réemploi, réutilisation, récupération, upcycling, comme on nous a dit hier. J'ai appris, enfin, je sais pas que j'ai appris des mots, mais on a la bonne définition, mais de récupérer du textile, j'ai entendu parler. Voilà, il y a toutes ces notions effectivement autour du réemploi. Et ça tombe bien en plus. Le réemploi, il est plutôt porté de manière réglementaire et législative. Moi, je vous invite, pour ceux qui ont posé, enfin, en tout cas qui ont ce projet, on aura l'occasion d'y revenir, à aller voir ce qui se passe au niveau de la loi anti-gaspi économie circulaire, la loi climat et résilience. Voilà, il y a des choses qui vont se passer sur les territoires, des contraintes, et c'est ce qu'on dit, nous, au sein du pôle développement économique, c'est comment ces contraintes pour les collectivités ou pour les acheteurs privés peuvent être une opportunité pour les structures d'insertion. En gros, oui, j'ai une contrainte, je dois acheter, moi je suis une collectivité, quand j'achète du bureau, je dois faire en sorte que 20% de ce que j'achète vienne du réemploi. Coucou, je suis là, moi sur vos territoires, sachez que je récupère du mobilier et je peux être une solution pour cette contrainte. Donc c'est assez porté. La question du réemploi, on arrête de jeter les vêtements, on arrête, voilà, tout ça c'est non seulement porté par l'État sur les dynamiques de développement des structures d'insertion, mais c'est en plus porté de manière législative, de manière très forte. Et voilà. Donc voilà, recyclerie, réemploi. Donc l'ACI, acquisition d'un premier niveau de compétences sociales et professionnelles. On dit souvent, mais dans le jargon, après je ne veux pas faire de généralité, mais voilà, on apprend aux personnes de venir à l'heure, de respecter les consignes, de réapprendre un peu ces gestes de travail pour des personnes qui en ont été privées pendant des années ou qui n'ont jamais connu, même dans leur sphère familiale ou privée. Donc ACI. Et puis vous avez, et j'ai entendu là des porteurs de projets qui étaient plutôt sur un modèle entreprise d'insertion, insertion professionnelle par la production dans tout type d'activité économique, acquisition de compétences et d'un rythme de travail qui
correspond aux exigences d'un marché classique. Les entreprises d'insertion se positionnent clairement dans le champ concurrentiel et commercial. Donc, vous en avez voilà, sur des segments qui peuvent être les espaces verts, mais plus, ou je suis en train de chercher, mais sur le réemploi, sur la logistique, il y a un certain nombre sur l'informatique, il y a un certain nombre d'entreprises d'insertion qui ont ces segments d'activité, et les personnes qu'elles recrutent sont toujours éligibles à l'IAE, il n'y a pas de souci, mais on est sur un niveau de productivité qui doit être un peu plus soutenu. Et un dernier modèle qui est à l'heure expérimentale, qui est l'entreprise d'insertion par le travail indépendant, le ITI, qui est un modèle, encore une fois, en mode expérimental. Sur la région, je pense qu'on est à 3 EITI, dont 2 sur la métropole et 1 sur le Valenciennois, et il y en a 2 qui sont en cours de redéploiement, et ça sera encore sur la métropole lilloise. Mais en gros, et à minima, elle concerne des publics en insertion dont le modèle du salariat ne correspond pas. On peut avoir dans nos viviers de structures d'insertion par l'activité économique des publics qui ont envie de créer, qui ont envie de développer leur propre activité. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé à un moment donné ce modèle supplémentaire, le ITI, et de dire, pour ces personnes, créons un modèle économique qui leur permettent d'être encore accompagnés socio-professionnellement, mais aussi accompagnés sur le business plan, comment je me vends, comment j'arrive à aller chercher des affaires, etc. Et éventuellement, dans certains cas, celui qui prend en charge ses salariés indépendants en insertion peut aussi aller chercher de l'affaire, peut aussi contribuer à développer l'activité. Alors, je vais dire un gros mot. Je vais demander de couper, je ne vais pas me couper, mais ça fait une sorte d'ubérisation de l'IAE, mais qui peut correspondre à un certain type de public, c'est-à-dire qu'on va apporter de la... Je répondrai aux questions par la suite, mais merci d'y avoir contribué. Voilà, donc ça, c'est sur les différents modèles, mais pour cette matinale, on est plutôt orienté atelier chantier d'insertion ou entreprise d'insertion. Et je vais commencer et vite terminer. Après, je laisserai la parole à... J'espère être... En tout cas, j'essaie d'être concis. C'est complexe, le monde de l'IAE, et d'être clair. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser des questions. À un moment donné, on pourra faire une pause et dire, bon, voilà, est-ce qu'il faut revenir sur des choses? Donc, vous avez une idée. Vous avez une idée de support d'activité. Vous dites, tiens, sur mon territoire, je pense que ça, c'est pas mal et ça répond à des critères, ça répond à mon environnement, etc. Ou à votre envie d'entreprendre. Ce support d'activité, l'idée est un support d'activité, ce support d'activité va créer de l'emploi inclusif. Je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que par rapport à ce projet, vous allez créer de l'emploi. Alors, on ne va pas revenir sur les termes juridiques aujourd'hui, mais ce support d'activité va être un support de production pour des salariés en insertion, et non une fin en soi. J'insiste bien là-dessus, et je vais essayer d'être clair. Le support d'activité que vous proposez à des salariés en insertion, ce n'est pas forcément le projet professionnel de la personne que vous allez recruter. Je vais être excessif dans mes propos, mais pour être très clair, vous avez un support d'activité, récupération de carton par exemple, et après on va le chercher, on va pas le compiler, mais je cherche plus le mot, excusez-moi, mais on va bon, c'est pas grave, on va faire en sorte que tous ces cartons deviennent une petite, j'ai plus le terme en terme, excusez-moi, mais bon. Donc, récupération de carton, livraison, on va le traiter et puis on va le ressourcer. Voilà, support d'activité, c'est ça. Vous allez recruter quelqu'un qui va faire ça, mais qui va peut-être vouloir être violoncelliste, je dis toujours astronaute, ou j'exagère un peu, mais qui peut avoir un projet, la personne en difficulté peut avoir un projet complètement différent de votre support d'activité. Ça, il faut le prendre en compte. Et les services de l'État vous le diront. Le support d'activité, c'est un support qui permet d'accueillir, de salarier, mais aussi d'accompagner. Mais ce n'est pas le projet professionnel de la personne que vous allez accompagner. Voilà. Donc, vous pouvez avoir dans vos effectifs une personne qui va faire ce travail de tri de jouets, par exemple,
et puis il veut être plaquiste. Eh ben, il va profiter de votre support d'activité pour remonter, prendre conscience, remonter, et puis vous allez travailler sur l'accompagnement socio-pro sur ce projet de plaquiste. Donc j'insiste bien, votre activité, c'est un support de production pour des salariés en insertion, mais pas une fin en soi. Voilà. Et qui va créer donc de l'activité et de l'emploi inclusif. On pourrait revenir après, mais je lance, pourquoi pas réfléchir, enfin, de réfléchir sur un autre webinaire sur les contrats à durée déterminée d'insertion, parce que vous allez recruter les personnes en insertion sur des contrats spécifiques, qui sont des contrats à durée déterminée d'insertion, qui vont durer, alors je vous le disais, maxi 24, mais renouvelables. Je ne vais pas vous noyer dans les détails, mais en gros, le socle, c'est 24 mois. Avec des CDDI qui peuvent être à minima de 4 mois, puis après renouvelés de 2 mois, puis de 4 mois. Enfin, ça sort un peu du cadre légal, entre guillemets, d'un CDD classique. Mais voilà, vous allez recruter des personnes en CDDI, en contrat durée déterminée d'insertion. Vous avez cette idée, je pense qu'il faut partager ce projet, notamment avec celui qui va vous financer à un moment donné et qui va vous demander des comptes, c'est-à-dire les services de l'État, au travers les services de la dette. Donc voilà, j'ai un projet, je pense que... Alors la dette vous dira oui, non. Il y a cette notion oui, non. Alors déjà, pour dire j'ai de l'argent, votre projet économique, enfin, votre support d'activité est cohérent, il répond à nos engagements, enfin voilà, il répond à nos priorités, pardon. Non, parce qu'il y en a déjà 6 sur le territoire et ça commence à bien faire. Voilà, donc la dette va commencer à vous donner quelques pistes. Regardez également où vous voulez implanter votre lieu d'activité. Alors, bienvenue dans le monde des acronymes. QPV, c'est quartier prioritaire de la ville. Là où il y a les... vous faites QPV, quartier priorité de la ville, sur Google, Hauts-de-France, et vous avez des sites qui sont plutôt bien faits, à la rue près, au numéro de rue près, pour voir si vous êtes dans un quartier prioritaire ou pas. Mais c'est généralement, c'est des zones, c'est des quartiers prioritaires, comme son nom l'indique, parce qu'il y a des poches de pauvreté très fortes. Et donc, l'État met un peu plus de moyens lorsque les entreprises s'installent sur ces quartiers prioritaires. C'est le cas pour les services de l'État dans le cadre de la création de structures d'insertion par l'activité économique. Les ZRR, des zones rurales, alors des zones de revitalisation rurale, là, pour le coup, on est ailleurs, on n'est plus dans les villes, on est dans les zones rurales où il y a besoin d'insuffler un peu d'activité et que l'IAE peut contribuer à ce nouveau souffle. Les zones blanches, alors, pas de définition très claire sur les zones blanches, mais des zones qui ne sont pas couvertes ou peu couvertes par des structures d'insertion par l'activité économique. Et il en existe dans la Somme. J'entendais tout à l'heure l'Est de la Somme, bingo, vous êtes dans les zones blanches. Des zones, il en existe dans l'Oise, alors il faudrait que j'y revienne, et dans l'Aisne. Enfin là, très clairement, on est là aussi. L'État est là aussi pour réguler et dire, bah voilà, il y a des territoires dits prioritaires d'implantation, il faut y regarder. Et ce qu'on appelle des territoires prioritaires, je pense à la Sambre-Avesnois-Thiérache, notamment dans l'Aisne. Je pense, le RBM, ça ne vous concerne pas sur l'ex-Picardie, enfin Picardie qui existe toujours géographiquement parlant, mais je parle de la région, des zones prioritaires, il y a ce qu'on appelle des territoires pauvreté, alors notamment sur Creil de mémoire, je les ai pas, on pourra les compléter, mais voilà, vous avez ça peut aussi vous pour que vous ayez un regard bienveillant des services de l'État et peut-être des collectivités, c'est de dire je vais m'installer dans un territoire où il n'y a pas forcément pléthore d'offres d'insertion. Et ça va vous repérer aussi les offres d'emploi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je le dis, un support d'activité, ça va créer de l'emploi. Voilà, je vais chercher un livreur en insertion, je vais chercher un reconditionneur en insertion, je vais chercher un vendeur en insertion parce que je récupère du jouet, mais je vais le vendre en ligne. Je vais chercher quelqu'un qui prend des photos, qui met en ligne, etc. Donc, ça va créer des offres d'emploi. Donc, ça, il faut aussi réfléchir dans le cadre de votre projet de conventionnement à dire, voilà, j'ai ce projet, j'ai ce secteur d'activité et c'est sur ces segments d'emploi que je vais recruter des personnes en difficulté. Donc plutôt, voilà, je vous disais plutôt livreur, plutôt conditionneur. Et vous travaillez déjà un peu sur ces notions de
par rapport à mon support d'activité, qu'est-ce que je vais proposer à des publics en difficulté? Et très clairement, une offre d'emploi. Voilà. Et derrière, bien sûr, comment je recrute, mais ça, je pense que je préfère pas le. Ouais, je ne dis rien, c'est Stéphanie qui le dit juste après moi. Donc, je me tais. Une offre d'emploi, donc il faut la travailler. Dans le cadre de votre dossier de conventionnement, il faut travailler sur ces propositions-là. Elle va s'adresser à une typologie de public. Comme je le disais tout à l'heure, l'insertion par l'activité économique ne s'adresse pas à qui on veut. Elle s'adresse à une typologie de public. Dans le cadre du pacte d'ambition, cette typologie de public, elle a un peu changé. Donc, on va vous épargner l'histoire du pacte, enfin, on va vous épargner l'historique de l'insertion par l'activité économique, mais aujourd'hui, quelqu'un qui a un critère de niveau 1, bénéficiaire du RSA, ou allocataire des allocations spécifiques de solidarité, ou allocataire de l'AAH, donc c'est plutôt adulte handicapé, ou demandeur d'emploi de très longue durée. Très longue durée, c'est plus de 2 ans. Ces personnes-là sont éligibles de fait à l'IAE. Donc, si vous recrutez une personne bénéficiaire du RSA, bingo, elle a un pass, elle a ce qu'on appelle un pass IAE, et donc vous pouvez la recruter. Soit, donc niveau 1 de droit, soit niveau 2. Et là, niveau 2, c'est ce que j'ai mis en dessous, niveau d'études, CAP, BEP, senior, etc., etc. Je ne vais pas tous les lister, mais elle doit cumuler au moins 3 critères de niveau 2 pour les ACI et les EI. C'est-à-dire que si vous avez un jeune de moins de 26 qui a un CAP et qui habite en QPV, voilà, il faut cocher ces 3 cases. Donc, l'IAE, encore une fois, clairement définie par la loi, s'adresse à des publics clairement définis ici sur cette diapo. Donc, activité, emploi, destinataire. Voilà, j'embauche pas qui je veux. Je ne peux pas embaucher ma belle-sœur ou mon beau-frère ou mon cousin parce qu'ils ne rentrent pas dans ces cases-là. Il faut que ça rentre dans ces cases-là. Et dans ces cases-là, il faut aussi justifier derrière. À un moment donné, mais je pense que Stéphanie, je te regarde, tu le dis aussi sur ces notions de justification administrative. Tu en parles ou pas? Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu parles des justificatifs administratifs dans ta diapo? Je ne suis pas sûr. Non, je ne pense pas. Non, d'accord. Bon, alors je vais dire très rapidement. Non, vas-y. Vous allez vous adresser à ces publics qui répondent à des critères, et puis pour justifier auprès des services de l'État, il faudra que vous ayez un petit dossier avec monsieur machin, ça tombe bien, il est RSA, j'ai son allocation RSA venant de la CAF, il est demandeur d'emploi, j'ai son attestation de Pôle emploi qui justifie qu'il est depuis plus de 24 points inscrit à Pôle emploi. Et à chaque fois sur ces items-là, vous devez avoir un petit dossier qui justifie. Voilà. Parce que, alors avant, ça se passait autrement. Aujourd'hui, on est plutôt sur de la confiance. C'est-à-dire que l'État vous fait confiance sur la notion de recrutement et vous laisse la main. Mais il faut, à un moment donné, l'État viendra frapper à votre porte en disant, écoutez, sur un échantillonnage, vous avez recruté 10 personnes, je veux le dossier de monsieur et de madame, et vous justifiez qu'elle relève bien de l'IAE parce que vous avez la bonne attestation qui va bien ou les bons documents. Je ferme la parenthèse, mais ça fait partie du job quand vous êtes dans une structure d'insertion par l'activité économique. À qui je m'adresse pour avoir ces publics? Sur mon territoire, qui accompagne ces publics? Et donc, il faut, quand je vous parlais de l'environnement territorial, il est aussi important de connaître ou de se faire connaître auprès du ce qu'on appelle le SPE, le service public de l'emploi. Donc, derrière le service public de l'emploi, vous avez Pôle emploi, PE, mission locale, ML, PLI, et puis un tas d'autres réseaux de prescripteurs qui sont définis aussi, mais Gaëlle, je sais, elle en parle à la conclusion de ces outils qui sont à la disposition des structures d'insertion aujourd'hui, notamment par le site internet qui est très très bien fait, qui vous répond à toutes vos questions. Là, je parlais du critère administratif, comment je justifie, où sont les prescripteurs, enfin en tout cas, quels sont les prescripteurs et où je les cherche dans mon territoire. Voilà. Donc, quand vous créez une structure d'insertion, il est aussi important d'avoir une connaissance de ce réseau de prescripteurs. Et quand vous avez le conventionnement quand vous êtes conventionné avec l'État, l'idée c'est d'aller frapper à leur porte
avec un petit support de présentation. Coucou, j'ai créé ma recyclerie. Voilà le but, voilà l'activité que je propose, voilà l'accompagnement que je propose, voilà, j'ai repéré un peu les organismes de formation, je suis en lien avec des entreprises. Et ben, si vous avez des publics qui correspondent à ça, n'hésitez pas à me les orienter. Alors, je ne vais pas rester dans l'orientation, mais Gaël le dira avec ce qu'on appelle la plateforme de l'inclusion. Tout est aujourd'hui dématérialisé, mais simplifie aussi le lien entre demandeurs d'emploi et structure d'insertion par l'activité économique. Donc, vous devez aussi prévoir dans cette demande de conventionnement un temps où vous allez vous faire connaître entre réseaux de l'IAE, enfin en tout cas l'IAE, les structures d'insertion autour de vous, les services publics de l'emploi, la dette parce que c'est elle qui vous finance, des financeurs potentiels, et Gaël vous en parlera après, nous, réseau de l'IAE, parce qu'on vous défend auprès des instances on peut vous défendre et soutenir vos demandes auprès des instances de validation des projets, des collectivités qui sont aussi impliquées, intéressées, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, quand votre projet de conventionnement est à peu près mûr, et là, pour le coup, les graines sont bien poussées, c'est puis d'organiser ce qu'on appelle un comité de pilotage. Alors, ce n'est pas une obligation, hein. Là, pour le coup, il n'y a rien de réglementaire, hein. Mais c'est ce que je conseille à chaque fois, moi, quand je vois des porteurs de projets arriver à maturité, c'est de dire, attendez, vous arrivez sur un territoire, le monde de l'IAE, dans le monde de l'IAE, l'idée, c'est quand même financeur, acteurs, réseau, collectivité, voilà, j'arrive, je suis pas un... Et voilà mon projet. Alors, je vais pas vous la faire à la Macron, mais voilà mon projet, voilà, et voilà comment je souhaite travailler sur le territoire. Donc plutôt, enfin voilà, en fonction de en fonction de l'évolution, moi, c'est ce que je peux vous conseiller de faire dans le cadre de ce support d'activité. Voilà, donc support d'activité, emploi, emploi égale public, public égale prescripteur, prescripteur égale territoire, etc., etc. Je me tais et alors, je réponds juste à une question. Il y avait une question, je pense. Oui, Valentine, sur ces notions de parcours, effectivement, dans le monde idéal. Parce que vous dire que c'est général, ça serait vous mentir. Mais c'est vrai que dans le monde, c'est pour ça qu'il est important de se faire connaître aussi par le réseau de l'IAE autour de vous. C'est de dire, bah voilà, effectivement, je démarre une personne en atelier chantier d'insertion. Il démarre, on réapprend un peu les gestes. Il est plutôt bon, il apprend vite, voilà, pour plein de raisons, etc. Il peut peut-être relever d'un modèle EI. Donc ça, c'est transfert entre modèles de l'IAE plutôt ascendant, hein, ACI, EI, ACI, ETTI, etc. C'est tout à fait envisageable. C'est tout à fait envisageable. Et l'État, et nous, et les collectivités vous diront, voilà, travailler sur ces suites de parcours, travailler sur les filiarisations entre structures d'insertion par activité économique. Mais vous dire que c'est général, c'est machin, etc., c'est pas forcément généralisé, mais en tout cas, c'est ce qu'on attend fortement des structures d'insertion sur ces filiarisations entre acteurs de l'IAE sur le même territoire. Je me tais et je laisse la parole à Stéphanie qui va vous parler du coup et on aura l'occasion, enfin après, sauf s'il y a une série de questions par rapport à ça, pour qu'on fasse ça de manière dynamique et pas forcément descendant, on peut... Et par rapport à ce que on s'est dit là, hein, est-ce qu'il y a des questions? Et on peut le faire de manière très naturelle en rebranchant votre micro. Oui, il y a une question d'Éric. Est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît, Eric? Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi, j'ai vérifié, j'ai mal intitulé ma question. Est-ce que dans une entreprise d'insertion, on pourrait avoir un département atelier chantier d'insertion? Alors, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les ensembliers, ils existent. Alors, je pense à Amiens avec le groupe Aux Anges, je pense à Abbeville avec TA, et j'en oublie, RCM, Réseau Coup de Main crée une AI et une EI. Donc, c'est possible, mais alors juridiquement, il faut verrouiller les choses, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien séparer. Il faut bien séparer. Donc, ça existe. D'accord.
Merci Ça bien. existe. On a effectivement quelques exemples d'ensembliers à CIEI et dans la même, enfin en tout cas gérés par une même direction générale, etc. Mais enfin, bien sûr, il faut une comptabilité analytique, il ne faut pas tout mélanger. Mais ça, on peut vous accompagner là-dessus. Mais en tout cas, oui, oui, on a quelques exemples d'ensembliers. D'accord, très bien. Merci bien. Alors, J'ai assommé tout. Bertrand Lama. Mais c'est Stéphanie qui... Merci Sylvain pour cette présentation. Plutôt du parcours. J'espère que vous m'entendez bien. On t'avait perdu, mais c'est bon. Ah, C'est parfait, c'est parfait. bon, super. Alors moi, je vais plutôt vous parler du parcours donc du salarié en insertion en appui sur les 4 axes du référentiel à la formalisation d'un projet d'insertion. Alors voilà, le premier axe, c'est l'accueil et l'intégration en milieu de travail. Donc une première phase de recrutement. Donc, recrutement via la plateforme de l'inclusion. Sylvain vous en a parlé un peu et Gaëlle va vous en parler. Après, des informations auprès des prescripteurs. Donc, il y a toute une liste de prescripteurs nouveaux avec l'arrivée de cette plateforme de l'inclusion. Et donc, un pass IAE. Un pass IAE qui est délivré pour une durée de 24 mois à partir de la date de signature du contrat de travail. Donc, la phase de recrutement, c'est aussi des réunions d'information collective que vous pouvez mettre en place donc, pour présenter l'activité, les démarches d'accompagnement, le contrat, etc. Vous pouvez faire aussi également des entretiens individuels. On va parler aussi dans cette phase de recrutement de l'engagement dans le parcours d'insertion, donc qui peut également se contractualiser par des contrats d'engagement. Et notamment, on vous parle un petit peu des outils à prévoir sur cette phase de recrutement qui sont les fiches de poste, des grilles pour mener des entretiens, donc voilà, pour poser des questions et faire votre diagnostic. Et puis également, pourquoi pas, des contrats d'engagement. Ensuite, vous avez une phase d'intégration. Donc, cette phase va comprendre surtout la signature du contrat de travail, tout ce qui est un peu document, donc règlement intérieur, les horaires de travail, la présentation de l'équipe, qui est très, qui peut être un plus pour intégrer une personne. Vous avez aussi la remise des équipements de protection individuelle qui sont obligatoires. Et puis, vous pouvez aussi également avoir la date du premier rendez-vous donc avec le CIP ou la CIP, donc conseiller d'insertion professionnelle. Pardon. Et puis, dans cette phase d'intégration, vous avez aussi une phase de diagnostic donc socio-professionnel. Outils, alors items, on a mis logement, santé, savoir de base. Voilà, en fait, c'est un peu les questions que vous allez poser aux salariés, enfin aux futurs salariés en insertion sur sa situation envers le logement, sur la santé, sur ses savoirs de base. Enfin voilà, il y a tout un tas de questions qui vont vous permettre d'établir un diagnostic et d'avoir une base sur laquelle poser votre parcours en insertion. Et donc, les outils à prévoir, le contrat de travail, le livret d'accueil, le règlement intérieur, les équipements de protection et également la trame de diagnostic socio-professionnel. Et puis aussi, il peut y avoir bien d'autres outils. J'entendais tout à l'heure qu'il y avait des CIP, donc voilà. Il y a tout un tas d'autres outils. Alors, ensuite, le deuxième axe, donc, qui est l'accompagnement social et professionnel, donc il vous sera demandé d'estimer le temps consacré à cet accompagnement. Donc, tout à l'heure, on vous parlait des services de l'État qui vous mettent un peu des objectifs à atteindre. Et vous aurez donc ce qu'on appelle un dialogue de gestion où vous aurez tout un tas d'objectifs à y mettre. Alors, la phase d'accompagnement, Alors, la phase d'accompagnement social durant le parcours, donc elle peut être faite de manière interne ou externalisée.
Donc, sont les problèmes périphériques. Là, il faudra identifier tous les partenaires. Donc, Sylvain le disait tout à l'heure, c'est important aussi de bien faire l'état des lieux de tous les partenaires qui sont mobilisables sur votre territoire, et notamment, donc là, la CAF, les CCAS, le service d'insertion des conseils départementaux, les banques alimentaires. Enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a énormément sur cet accompagnement social. Et puis, bien sûr, on parle de capitalisation des données avec Ming, par exemple, qui est un outil d'un réseau, voilà, où toutes les données seront rentrées. La phase d'accompagnement professionnel durant le parcours, donc vous avez deux types, celle qui est en lien surtout avec le support d'activité, donc les évaluations intermédiaires de compétences, on va parler de la sécurité, voilà, l'amiante, etc., les machines, et là c'est plutôt, cette phase c'est plutôt l'encadrant technique d'insertion, donc qui va la mener. Et ensuite, vous avez celle en lien avec le projet professionnel du salarié, donc là, de la définition de son projet à la confirmation. Donc, on vous disait que l'activité, c'est un support, donc le projet professionnel n'est pas forcément en lien avec l'activité et peut être et souvent différent. Donc, les outils existants avec Pôle emploi, la plateforme de professionnalisation, l'IRIAE. Alors, sachez que l'Interréseau porte une plateforme de professionnalisation dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Donc là, on est acheteur de formation et on vous propose un package un peu clé en main de formations qui sont établies à partir de besoins sur les territoires et qui sont pour les salariés en insertion. Donc, en fait, où là, tout est pris en compte, les frais pédagogiques, etc. Tout est… Et vous avez, il me semble bien, une participation, par contre, employeur à fournir qui est vraiment dérisoire par rapport au coût de la formation. Et puis après, vous avez aussi les PMSMP, alors période en milieu de mise en situation, pardon, période de mise en situation en milieu professionnel, donc pour sécuriser le projet. Alors c'est une période courte en entreprise qui va permettre justement de sécuriser le projet professionnel du salarié en insertion. Voilà. Et là, voilà, c'est plutôt le CIP et c'est aussi le premier lien, je dirais, avec l'entreprise. Voilà, donc un petit peu les bases, le rôle de l'ETI, donc encadrant technique d'insertion. Donc, je dirais que c'est un petit peu le mouton à 5 pattes. Il a un rôle qui est vraiment prédominant dans la réussite du parcours en insertion de la personne. Il assure l'encadrement d'un public en difficulté sociale et professionnelle sur des activités. Il veille au bon déroulement du développement de l'activité, donc c'est lui qui prépare, qui organise le travail. Voilà. Il évalue aussi le personnel de son équipe et il enseigne les gestes techniques, effectivement. Voilà. Le rôle de l'ASP ou CIP, donc ASP accompagnant socio-professionnel et CIP conseiller en insertion professionnelle, en fonction des territoires, voilà. Mais c'est la même personne, mais il y a des appellations différentes. Donc l'ASP, elle accompagne les salariés en insertion tout au long de leur parcours. Donc elle va tenter de lever les freins périphériques pour l'insertion à l'emploi. Elle propose aussi, alors elle, oui, là, bien sûr, propose une offre d'insertion fondée sur l'emploi salarié, la formation par le travail et l'accompagnement, bien sûr, socio-professionnel. Donc, ses missions principales, la réalisation d'un bilan, on disait, un diagnostic, donc voilà, pour pouvoir établir un parcours professionnel. Donc, notamment, on parle de formation, de compétences, d'expérience. Elle va aussi identifier et suivi des problématiques
sociale individuelle, donc orientation vers des organismes qui sont compétents. Hein, voilà, bien encore une fois identifier tous les partenaires et acteurs mobilisables sur les différents sujets, donc comme la santé, le logement, les allocations, la garde d'enfants, enfin toutes les problématiques périphériques qui peuvent être levées. Les aides aux démarches administratives également, l'élaboration donc d'un projet professionnel et l'établissement d'un parcours. Donc là aussi, hein, le projet professionnel, ça se définit, ça se sécurise, et puis après on établit un parcours avec des objectifs à atteindre, avec des délais, voilà. Ensuite, des actions de soutien psychologique et matériel en dehors du temps de travail, des actions relatives à la mobilité professionnelle, avec notamment le permis de conduire, mais pas que. Ça peut être aussi la mobilité dans la tête, ça peut être voilà, différentes manières de travailler la mobilité, et le développement personnel, voilà. Donc, j'insisterai, moi, sur le binôme ETI-ASP, qui, pour moi, et pas que pour moi d'ailleurs, est essentiel à la réussite du parcours d'insertion des publics, vraiment. D'ailleurs, on a créé des items, des modules de formation dans ce sens. Voilà, merci Gaëlle, tu peux passer. Donc, le troisième axe, la formation des salariés en insertion. Donc, identifier les différents partenaires dans votre dossier de demande de conventionnement. Ça va vous être demandé. Le volet formation, donc, bien repérer les différents partenaires. Donc, vous avez les OPCO, les opérateurs de compétences. Voilà, il va falloir identifier le vôtre et se rapprocher de lui. Les plateformes, le conseil régional, pardon, excusez-moi, le conseil régional, le pôle emploi, le PLI et oui, le PIC-IAE. Alors, le PIC-IAE, c'est le plan d'investissement dans les compétences qui est réservé uniquement aux salariés en insertion. Donc là, voilà, vous pouvez le mobiliser auprès de votre OPCO pour financer des formations uniquement donc aux salariés en insertion. Alors, il y a un comité de pilotage du PIC-IAE qui est régional, qui est national, mais aussi régional, avec des spécificités. Il y a des formations qui sont non éligibles à ce PIC-IAE. Voilà, mais ça, vous l'apprendrez plus tard. Donc, les formations aux compétences clés, bien sûr, hein, toutes les formations qui sont en lien avec les savoirs de base, les remises à niveau, que ce soit en lecture, écriture, etc. Vous avez également les formations professionnelles donc, qui sont en lien avec le projet de la personne. Hein. On rappelle que le projet peut être différent du support d'activité. Donc, voilà, une formation parfois technique pour soit diplômer, soit qualifier, soit certifier la personne est importante. Et vous avez aussi également toutes les formations en lien avec les savoir-être, qui sont très demandées et qui sont presque la priorité des entreprises, hein, le comportement en entreprise, la confiance en soi, l'esthétique, etc. Et ensuite, vous avez donc la préparation à la sortie, avec plutôt des ateliers de recherche d'emploi, donc qui peuvent être internes ou externes. Hein. Vous pouvez aussi solliciter des partenaires pour ces ateliers, donc, et notamment, je pense également à Pôle emploi, mais sur le curriculum vitae, les outils numériques, l'évaluation de compétences, les aides à l'écriture de la lettre de motivation, et également aussi l'entretien d'embauche, la préparation à l'entretien d'embauche. Donc, vous avez également la filiarisation entre les structures. Hein, Sylvain en a parlé un petit peu. Donc, j'identifie bien toutes les structures de l'insertion sur mon territoire pour favoriser la filiarisation. Et les outils existants, donc on en parle, voilà, je disais, un Pôle emploi, les maisons de l'emploi, les forums, les job dating, les PMSMP. Maintenant, vous savez ce que c'est. Voilà. Et voilà, je pense que je m'arrête là.
J'ai essayé d'être au plus rapide parce que j'ai vu l'heure qui tournait également. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et je laisse la suite à Gaëlle qui va vous parler des sorties dynamiques. Oui, merci Stéphanie. Vous m'entendez bien parce que du coup, je ne vois pas, donc c'est un petit peu… Bah oui, on voit personne. Oui, c'est bon? Très bien. Ok, super. Bah, écoutez, en guise de transition et pour pouvoir faire le lien avec ce dont Stéphanie parlait et la préparation à la sortie, donc moi, je vais vous parler des fins de parcours, on va dire, et des sorties et du 4e axe du projet d'insertion avec la contribution, on va dire, à l'activité économique et au développement territorial. Donc en fait, il y a 3 catégories de sorties qui sont possibles et qu'on appelle dynamiques. Donc c'est-à-dire un salarié en insertion, on va dire en fin de parcours. Donc elle est sortie vers l'emploi durable, donc CDI, CDD ou mission d'intérim mais de 6 mois et plus, ou bien un stage, une titularisation dans la fonction publique ou la création d'entreprise. Et ensuite, deuxième catégorie, ce qu'on appelle les sorties vers un emploi de transition, donc CDD ou mission d'intérim de moins de 6 mois, ou également contrat aidé chez un employeur de droit commun. Et enfin, les sorties positives, avec les formations préqualifiantes ou qualifiantes et les embauches dans une autre structure d'insertion. Il faut savoir que le taux de sortie, en fait, c'est qui se calcule annuellement en fait, en rapportant les différents types de sorties dont j'ai pu parler au total des sorties sur l'ensemble. Donc, ça donne un pourcentage de l'ordre de, par exemple, 60% et qui est déterminé et qui est important pour les suites. Et la notion de traçabilité dont on a parlé. Et donc, sur le 4e axe, sur le projet d'insertion, donc de contribution à l'activité économique et au développement territorial, donc la question, en fait, qui répond en fait à la question de savoir en quoi mon projet impacte le territoire et comment, en filigrane, concilier plus-value sociale et performance économique. Donc, vous avez les objectifs globaux de conciliation de viabilité économique avec les missions d'insertion et d'utilité sociale et de contribution au développement économique du territoire et d'un secteur d'activité. Donc, il y a plusieurs actes de contribution possibles qu'on a détaillés là sur la diaporama. En fait, sur ma dynamique IAE, pour peut-être donner des exemples un petit peu plus concrets, sur par exemple l'axe de sécurisation de l'activité économique, ça va être d'expliquer la mise en place d'un site internet, des partenariats, détailler un petit peu le modèle économique, d'où viennent les ressources, quels partenariats sont envisagés avec la commune, etc., une entreprise classique, en détaillant à chaque fois, donc c'est actions, moyens mobilisés et partenariats. Donc, action, site internet, moyens mobilisés, contact, je ne sais pas, avec un web designer et partenariat avec des déchetteries, etc., pour améliorer la visibilité de la CI ou de l'entreprise d'insertion. Ensuite, sur le développement d'activités qui répondent évidemment à un besoin non satisfait dans le cadre d'un ancrage territorial, ça peut être détaillé, une démarche un peu de benchmark et de rapprochement avec des structures d'insertion, le business plan. Ensuite, sur la diversification des partenariats financiers, expliquer les cofinancements, les rapprochements que vous envisagez ou qui ont déjà eu lieu. Et ensuite, sur la mutualisation des moyens, c'est expliqué, hein, alors, il y a évidemment parfois des redondances, mais c'est détaillé que vous êtes bien au fait, ou qu'en tout cas, il y a une volonté de vous acculturer, on va dire, à l'IAE et de vous rapprocher de structures existantes, implantées, pour vous faire connaître et mieux les connaître aussi, je pense que c'est important. Et puis après, il y a d'autres catégories plus relatives, on va dire, aux acteurs publics et aux acteurs privés. Donc, relations, insertion, entreprise et marché public. Alors, sur le contrat passerelle, donc, qui s'inscrit dans le cadre du pacte d'ambition dont a parlé Sylvain en introduction, pour rappel, donc avec un appel à la création de 100 000 emplois supplémentaires, donc pour porter le nombre de salariés en insertion à 240 000 emplois dans les structures d'ici, on va dire, fin 2022. Et globalement, il y a 5 engagements donc, de formation, pour synthétiser, de développement d'activité, une simplification, une digitalisation des démarches administratives, le lien aussi bien avec les entreprises que les acteurs publics également, et avec un ancrage territorial derrière ça.
Et donc, le contrat passerelle, en fait, c'est une expérimentation qui permet aux ACI et aux entreprises d'insertion une mise à disposition de salariés en insertion. Alors, il y a des conditions, notamment une durée de 3 mois qui serait renouvelable une fois, mais on va dire une vigilance par rapport au fait que les modalités de mise en œuvre opérationnelle, elles sont encore à affiner, puisqu'il y a encore pas mal de questions qui peuvent se poser, notamment, je ne sais pas, le sujet de la concurrence avec les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d'insertion dont on a pu parler, l'évaluation qu'il pourrait y avoir de cette expérimentation, et puis comment impliquer les entreprises utilisatrices. Derrière ça, au final, l'objectif, c'est évidemment de renforcer les liens entre les structures d'insertion, enfin ACI et EI, et les entreprises classiques, et d'inciter les entreprises dites classiques à recruter en fait les sortants de structures d'insertion. En fait, multiplier les opportunités, déclenchement d'embauche, c'est dans cette optique-là. Alors, par rapport au financement, donc on a parlé tout à l'heure d'aide au poste avec l'État, qui varie selon le type de structure. Il y a également les fonds de développement de l'inclusion, donc les FDI, encore un acronyme, qui visent à, on va dire, développer les structures d'insertion et financer, on va dire, des projets. Il y a aussi, et toujours évidemment sous certaines conditions, des aides du conseil régional ou du conseil départemental. Les collectivités, alors on parle de finances, mais il y a également la question la question de l'immobilier et du mobilier, une mise à disposition d'un local par exemple. Et il y a aussi d'autres réseaux comme France Active qui sont aussi là pour vous accompagner dans votre création de projet. Et des fondations, alors parfois avec des appels à projets permanents comme la Fondation Vinci pour la Cité, mais qui peuvent vous aider à financer en fait votre projet. Alors en pratique, j'ai parlé tout à l'heure de digitalisation et la plateforme de l'inclusion, on est vraiment l'exemple. En fait, la plateforme de l'inclusion, elle met en lien avec les emplois de l'inclusion, là que vous voyez. Alors je montre mon écran, mais vous ne voyez pas évidemment. Mais la plateforme de l'inclusion, en fait, c'est un dispositif d'État pour l'insertion par l'activité économique qui facilite et favorise la mise en relation en fait, entre des personnes éloignées de l'emploi, donc les potentiels salariés en insertion, et les employeurs solidaires, en sachant qu'on réfléchit plus globalement et plus largement que les strictes structures d'insertion par l'activité économique, puisqu'il y a également le secteur du travail protégé et adapté, donc entreprises adaptées notamment, et les GEC. Donc c'est, on va dire, l'inclusion et pas seulement l'insertion par l'activité économique. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en relation donc salariés en insertion, on va dire, et employeurs, et également les accompagnants. Donc on a parlé de prescripteurs, d'orienteurs. Alors prescripteurs, par exemple, les CCAS, la CAF, Pôle emploi, qui vont vous aider dans le recrutement de salariés en insertion. Et à travers cette plateforme, la délivration, enfin du pass IAE, donc d'une durée, Sylvain en parlait tout à l'heure, de 2 ans, on va dire, en tout cas maximum. Et puis en parallèle de ça, Ma Dynamique IAE, c'est le site sur lequel vous allez pouvoir faire votre demande de conventionnement. Donc en lien évidemment avec la DRETS. Donc on parlait de la DETS, c'est l'échelon départemental, et la DRETS, donc c'est la direction régionale. Donc sur lequel vous allez pouvoir faire votre demande de conventionnement, sur lequel on peut vous accompagner, en tout cas vous donner une sorte de relecture un petit peu de certains éléments. L'idée de tout ça, évidemment, ça s'inscrit dans le cadre du pacte d'ambition pour l'IAE, c'est une digitalisation et, en tout cas en théorie, une simplification administrative et des processus pour que ce soit, entre guillemets, moins chronophage et plus simple d'utilisation. J'aime bien le en théorie. Oui, évidemment, il y a toujours une petite différence, alors un fossé plus ou moins important entre ce qui est écrit et la réalité du quotidien au sein des structures d'insertion. Donc, tout à fait, tout à fait. mais comme un petit peu partout. Donc pour faire écho en fait à l'introduction de Sylvain, vous l'aurez compris, il y a vraiment la nécessité d'une certaine rigueur dans la création de votre projet, entre évidemment l'idée
qui émerge et la convention qui est validée, on va dire, par la DETS. Mais il y a une rigueur aussi en termes de traçabilité. Je sais que Sylvain en a parlé tout à l'heure, qui dit subvention et on va dire aide au poste, subvention étatique, etc., ça nécessite une traçabilité. Et sur, par exemple, les 10 salariés en insertion qui ont été déclarés, il peut y avoir un contrôle sur 2 dossiers de façon totalement aléatoire pour vérifier qu'il y a bien les justificatifs en adéquation, etc. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire écho à l'introduction de Sylvain et pour lui laisser la main, du coup, pour les derniers mots de conclusion, avant que vous puissiez poser vos questions. Oui, on a quelques questions, mais du coup, Sylvain, allez-y et puis on verra les questions après. Je reprends. Alors, non, mais Gaël enfin voilà, l'idée c'était quand même de vous montrer et de parler à 3 voix et on essayait d'être à peu près cohérent. Je pense qu'on l'a été, j'espère en tout cas. Mais entre cette rigueur hein, entre le projet, l'environnement, la création d'emplois, à qui je m'adresse, le réseau des prescripteurs, l'accompagnement socio-professionnel, les moyens que je donne pour accompagner les personnes en insertion, tout ça doit faire partie du projet social et doit faire partie de votre ADN dans le cadre vraiment de l'IAE. Donc voilà, on a souvent des porteurs de projets qui ont cette volonté de donner du sens à leur modèle économique, en passant notamment en disant je souhaite confier ça à des personnes en difficulté, mais qui n'ont pas toutes ces notions d'accompagnement. Alors, Stéphanie a insisté, dans le cadre de votre business plan, il y a un poste de dirigeant. Il y a un poste d'encadrement socio-pro, donc ça, il faut l'intégrer dans votre business plan. Il y a un poste d'encadrement technique, et accessoirement, il y a aussi un peu de recherche, hein, parce que, comme le disait Stéphanie, c'est un mouton à 5 pattes, hein, l'encadrement technique, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui techniquement tient la route pour transmettre son savoir, mais également encadre des personnes qui sont en situation d'insertion socio-pro, donc, et pas forcément bien payées. Mais donc, voilà, on a voulu vraiment insister sur toutes ces notions qui sont pas de nos faits, mais en tout cas, j'espère que l'idée, c'était pas de vous faire fuir à la fin de ce webinaire, mais que vous ayez vraiment conscience de ce qu'implique effectivement un conventionnement par l'insertion. Et pour répondre à la question de l'immobilier, alors je suis très binaire, je n'ai pas d'autre solution parce que soit c'est des privés et alors peut-être qu'une entreprise souhaite dire tiens, j'ai des locaux disponibles et pourquoi pas donner du sens et dire j'accueille une structure d'insertion par l'activité économique. Généralement, c'est plutôt vers les collectivités on se tourne. Alors, quel service, ça, en fonction des collectivités, ça peut changer. Hier, avec Gaël, on était avec un porteur de projet sur Creil, qui est vraiment en difficulté. Et tout dépend aussi des moyens qui sont mis en place par les collectivités. Alors, quand je dis ça, il n'y a pas de jugement. Mais c'est vrai qu'une collectivité qui se dit, tiens, j'ai un centre-ville à redynamiser. J'ai un projet d'une structure d'insertion par l'activité économique. Voilà, pourquoi pas faire en sorte de réaliser les travaux à minima, de dire voilà, la collectivité prend en charge des avantages, réaménagement d'un local et puis de le mettre à disposition à des prix corrects, on va dire, à une structure d'insertion qui permet de démarger. On l'a, hein, c'est l'exemple où c'est sur des loyers qui sont, enfin en tout cas où la collectivité dit ok, je mets la main à la pâte et je fais et je refais les travaux, soit je mets à disposition un titre gracieux pendant une période, hein, la période qu'on peut appeler pas d'amorçage, mais c'est ça, de décollage de votre activité pour que vous arriviez sur un modèle économique viable. Et puis, on a, enfin, oui, mais la MEL, je ne vais pas en parler parce que ça n'aura aucun intérêt pour vous, mais c'est vrai qu'il y a ici sur la métropole européenne, on a un aménageur public qui travaille notamment sur ces notions de redynamisation des cœurs de ville et qui pourrait, à mon avis, à la fois les travaux, les loyers, mais voilà, je n'ai pas d'autre solution par rapport à l'immobilier. Là, très clairement, collectivité,
frapper à la porte des collectivités, bien vendre votre projet. Et quand je dis bien vendre votre projet, voilà, là, pour le coup, on a essayé de vous dire de A à Z ce qu'il fallait dire pour que ça fonctionne. Donc, voilà. Je n'ai plus Alors, rien à dire. oui. N'hésitez Je vous pas. propose, Consuelo, est-ce que tu peux préciser ta question du coup? Non, c'était plutôt une réponse, mais sous forme de questions, parce que c'est effectivement, voilà, pour les locaux, c'est une des problématiques qui est souvent relevée. On en avait discuté, bon, Sylvie, les relèves, Eric aussi, Valentine aussi. Donc, voilà, et nous, on en fait partie parce qu'on facilite par des moments les rencontres de ces acteurs au sein de la pépinière. Donc, je me dis, il y a effectivement la question des acteurs publics, mais à des moments, pourquoi pas envisager avec des privés, donc chose qui sera, à un moment donné, c'est dans les plans de regarder de près quelle est l'utilisation foncière d'une zone d'activité sur les Beauvaisis et voir s'il y a des restes de locaux qui ne sont pas utilisés ou qui sont tout simplement fermés, pas une partie, mais des locaux entiers qui n'ont pas d'utilisation actuellement. Et effectivement, là, dans ces cas-là, ça se passerait entre privé, donc privé via une association. Donc voilà, c'est une porte, c'est plutôt une question ouverte. C'est dire, voilà, il y a aussi cette possibilité. Parce que voilà, même en tant qu'évailleur public, on ne dispose pas des biens immobiliers à l'infini. Donc on aimerait bien pouvoir héberger tout le monde dans des meilleures conditions, mais il va falloir penser intelligemment et savoir partager ce qui existe déjà. Donc voilà, j'ai rejoint Sylvain dans les commentaires. Il y a les collectivités, on peut faire relais, on peut à des moments faciliter sur certaines phases des croissances et des stabilisations. À un moment donné, tout ça, ça passe aussi par un modèle viable, un modèle économique viable, qui est les nerfs de la guerre, comme toujours, et continuera à l'être, même si la vocation, elle est aussi de créer de l'emploi et la richesse sociale. Il faut avoir une rentabilité, in fine. Donc voilà, ça c'est mon approche traditionnelle sur l'affaire. Mais voilà, toutes les pistes sont ouvertes aussi. Disons que ce qu'on ne mesure pas, c'est l'impact social qu'on ne peut pas mettre dans un tableau Excel, quoi. Je veux dire, on ne peut pas mettre des euros derrière. Donc cette valeur-là, elle est importante aussi pour la collectivité en général, quoi. Voilà, et nous, on sera, en tant que service public, on sera sensible à ces enjeux-là, parce que si on ne paye pas d'un côté, on va le payer de l'autre. Voilà. Les gens qui vont être désoccupés, voilà, et qui peuvent donner tout un tas d'autres problématiques ou des questions à gérer. Donc, nous, en tant que collectivité, on va être sensible à ces enjeux-là. Mais effectivement, ça ne se monnaie pas sur la même échelle. Et au bout d'un moment, il faut arriver à mesurer cet impact-là. Donc, c'est un des corps du sujet que je pense qu'on va essayer de faire évoluer. Mais on entend. Et moi, j'avais une question aussi, c'était sur le mécénat de poste. J'ai entendu, enfin, je ne sais pas si c'est ça exactement le terme, mais où des entreprises pourraient mettre à disposition, par exemple, des salariés qui arrivent proches de la retraite. Et dans ces cas-là, ils pourraient proposer, en fait, que la personne vienne en tant, par exemple, qu'encadrant technique, qu'elle soit payée par la poste ou je ne sais pas. Non, ça n'existe pas, ça? C'est ce qu'on appelle du mécénat de compétences. De compétences, voilà. Qui ne doit pas du tout, je vous le dis, mais s'apparenter à un encadrement technique. Là, la DEDS va regarder vraiment de près, projet social, encore une fois, accompagnement, donc un poste dédié à l'accompagnement et un poste dédié à l'encadrement, et pas forcément quelqu'un qui vient d'ailleurs. Par contre, dans le cadre de l'accompagnement socio-professionnel, la question du mécénat de compétences, elle est à poser sur la table, et c'est-à-dire d'aller voir des groupes et de dire, bah, tiens, moi j'ai une idée autour d'une soupe qu'on va faire entre salariés permanents, salariés d'une entreprise et salariés en insertion. On va travailler sur une thématique donnée. Enfin voilà. Donc il y a ça, du mécénat de compétences, ça existe effectivement. Mais il faut vraiment le dissocier de l'encadrement technique. Il y a un critère de permanence qui n'a pas dans le mécénat de compétences, en fait.
Il peut y avoir un message de compétences sur un an, mais je veux dire, l'encadrant technique, il peut pas être lié à un partenariat entre entreprise et structure. C'est pas assez fait sur la durée, en fait. Oui, parce qu'en fait, l'encadrant technique, il doit être salarié Oui, tout à fait. de la structure. Et comment on finance son poste? On doit se débrouiller pour ça. Business plan, non, mais là, oui, effectivement. Oui, c'est dans le business plan, c'est-à-dire que ça ne rentre pas du tout dans les salariés sur lesquels on aurait une aide au poste ou… L'État considère que dans l'aide au poste qu'on vous attribue, peu ou une petite partie peut être considérée dans l'accompagnement socio-pro, mais il n'y a pas de… En fait, vous allez avoir une aide au poste, un équivalent temps plein égale X euros d'aide au poste en fonction du modèle économique que vous allez choisir, ACI ou entreprise d'insertion, mais il n'y a pas du tout d'aide au poste fléchée sur l'encadrement et sur l'accompagnement. Sauf, on va dire, entre guillemets, des aides au poste du droit commun. Voilà, mais pas de contrat en alternance, enfin ça vous oubliez, mais voilà, mais de droit commun alors je ne sais même pas si le CIE existe encore par exemple, mais voilà, ou les PEC, je n'en sais rien, mais voilà, il y a que ça que vous pouvez mobiliser. Et après, Gaëlle le disait, elle l'a évoqué dans les pistes la région, en fonction du modèle économique, plutôt les entreprises d'insertion, peut financer une partie pendant 2 ans. C'est toujours de l'aide à l'amorçage. À chaque fois, on est là-dessus. Donc, moi, je vous invite à aller voir un peu la région si vous êtes sur des modèles EI et les départements si vous êtes sur des modèles ACI, parce que les départements, sous certaines conditions, alors encore une fois, je suis extrêmement prudent dans ce que je dis, peut apporter une contribution. Mais forcément, il y aura une contrepartie, c'est-à-dire de recruter plus de RSA, mais d'apporter une contribution pour l'aide à l'encadrement ou l'aide à l'accompagnement, c'est selon les départements. Là. D'accord. Mais il n'y a pas d'aide. L'État ne va pas vous dire ah bah, pour ton encadrant, je te donne 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Ça, c'est. Non. D'accord. Non, ça fait partie du business plan. Et c'est pour ça que c'est important de dire que, parce que je vous dis ça, hier, on a reçu un porteur de projet. Qui ne l'avait pas. Alors, en masse salariale, il était à 15 000 euros par an. Alors, on s'est dit, il y a un problème. Et effectivement, il n'avait pas saisi un directeur, un encadrant et un ASP. D'accord. Et l'ASP, tout à l'heure, vous avez parlé d'externalisation. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un ASP aussi au sein de la structure ou bien, par exemple, on peut imaginer que moi, dans mon projet, je prenne l'ASP de la recyclerie du Pays de Bray ou pas? Oui. C'est une possibilité qui est offerte. Après, bien entendu, c'est des conventions de partenariat entre la structure qui va mettre à disposition l'ASP et vous. Mais oui, c'est une possibilité qui peut être travaillée. Moi, c'est vrai que, notamment lorsqu'on est sur des projets de démarrage avec pas beaucoup d'équivalents, enfin, pas beaucoup de postes en insertion, on se dit, mais je ne vais pas recruter une CSP à 20%. Voilà. Donc, on va aller chercher du partenariat ou mutualiser un poste de. Donc, ça arrive. Hein. Ça, pour le coup, on l'a déjà vécu. Donc, ça, c'est une possibilité. Mais ça se négocie. Hein. Là, je peux pas. Encore une fois, c'est sous certaines conditions. Peut-être que les pays. Donc là, il faut aller voir comment vous l'appelez, la DDETS, c'est ça? La dette, c'est l'ancienne directe, en fait. Ouais. La directe. Ça, alors, ah oui, c'est l'ancienne directe, d'accord. Oui. D'accord. Quelle place pour les bénévoles dans ce cas? Ah oui, tiens. Alors, pas sur l'accompagnement socio-pro, ni sur le recrutement technique. Par contre, ça peut être la mobilisation de bénévoles. Alors, ça peut être sur des démarches, enfin, il faut faire toujours attention avec l'inspection du travail et dire faites attention. Mais c'est plutôt sur… ça peut être sur une notion, par exemple, de parrainage, d'accompagnement, de conseils qu'un parrain pourrait donner. Enfin, quand je dis parrain, ça peut être un bénévole ou professionnel ou retraité qui vient et qui dit bah tiens, pendant 2 heures, je vais réunir les salariés en insertion, puis je vais parler du secteur du bâtiment. Enfin voilà, ça peut être tout. Derrière le bénévolat, il peut y avoir plein d'exemples. Ouais, je pense notamment à ça, mais je pense qu'il y en a d'autres.
Mais enfin, pour le coup, là, j'ai pas d'autres exemples qui viennent en tête. Alors, si Stéphanie et Gaël ont, tant mieux, mais moi, là, j'en ai plus en tête. Ok, super. Et j'avais une question aussi sur une cartographie de l'IAE. Est-ce que, afin d'identifier les projets existants déjà sur nos territoires, est-ce qu'il existe une cartographie, pardon, aussi par secteur d'activité? Je vous invite à taper sur Google Place des marchés inclusion. Vous allez retomber sur le même site que Gaël vous a montré. Alors, je ne peux pas le faire ici, je ne sais pas si je peux le faire en direct ou partage d'écran. Mais tout à l'heure, Gaël, alors vous faites Place des marchés. Excusez-moi, je vais le faire en direct live. Et Place des marchés inclusion. Vous allez retomber sur le site. Ah bah là, c'est le marché de l'inclusion, tant mieux. Le marché de l'inclusion. Et vous avez, alors ça, c'est un marché de l'inclusion qui est plutôt à destination des acheteurs publics et privés, mais qui peut vous être une piste, c'est-à-dire que là, vous avez les secteurs d'activité, le lieu d'intervention, vous faites une recherche et vous avez l'ensemble des prestataires, enfin, vous avez l'ensemble des structures d'insertion existant sur un territoire. D'accord, ce qui nous permet, dans le cadre de l'étude de marché, pardon, de ne pas refaire un copier-coller d'une structure existante sur le territoire économique. D'accord. Et ça, nous, on est en capacité aussi de vous donner, ce que disait Gaël, en termes de benchmark, et de vous donner cette photographie très vite. Merci, Sylvain. Est-ce que vous avez des questions? Valentine avait des questions, avait une question. Oui, mais en fait, on a répondu pendant cette question. C'était pour savoir justement les financements par rapport aux encadrants techniques et à l'ASP. Oui. Super. Mais j'ai quand même une autre question qui n'a rien à voir. En fait, on m'a posé cette question pendant un comité de pilotage et je n'ai pas su répondre. C'était le début aussi. Mais en termes de concurrence avec les entreprises classiques, est-ce qu'il y a des démarches à faire? Est-ce qu'il y a des problèmes qui se posent? Par exemple, moi, je m'occupe d'une recyclerie de jouets. Est-ce que par rapport à la grande récré qui va se trouver à côté, je vais me retrouver à un moment en concurrence En fait, il y a une association qui m'accompagne sur Paris qui s'appelle Rejouer, qui fait ça, et eux m'ont dit qu'ils avaient mis en place une sorte d'adhésion où les personnes doivent payer 1 € par an pour pouvoir acheter dans leur boutique de jouets pour régler ce problème. Mais en fait, je n'ai pas su identifier quel était le problème, parce que je vais faire de l'occasion, pas du neuf. Alors, je suis pas spécialiste en la matière, mais c'est cette question ce qu'on appelle la règle des 4P, notamment sur la publicité. Voilà, vous avez des choses que vous ne pouvez pas faire. Alors après, effectivement, quand vous vous adressez à vos adhérents, c'est différent. Voilà, pas faire forcément de publicité ouverte, de faire des flyers distribués en grande distribution, enfin distribués en grande masse sur le territoire. Voilà, c'est question effectivement d'adhésion et de publicité où il faut être regardant. Après, j'ai envie de dire, les gens à qui vous allez vous adresser dans le cadre de votre recyclerie de jouets n'iront pas à la grande récré pour des raisons. Enfin, voilà, bon, ça, c'est mon avis perso. Mais bon, voilà, quelquefois, ça m'hérisse un petit peu. Voilà. Parce que le projet social que vous portez s'adresse à des publics qui peuvent être en difficulté, qui ont peut-être des difficultés, notamment de pouvoir d'achat, que vous ne retrouvez pas à la grande récré. Donc, vous ne faites pas de concurrence. Vous apportez un service complémentaire, je trouve, sur le territoire, à la fois d'économie circulaire et de dire que des personnes qui sont en difficulté de pouvoir d'achat, ils peuvent aussi offrir des jouets à leurs gamins ou à leur famille en fin d'année ou durant les anniversaires. Et c'est ces personnes qu'on ne trouvera pas à la grande récré, surtout avec les prix qu'ils mettent. La grande récré est réputée pour être très chère. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Mais faites attention là-dessus, effectivement, cette fameuse règle des publicitaires. Faut pas vous créer un. Enfin voilà, mais bon, je pense que par rapport à la volumétrie que vous allez avoir, il n'y a pas non plus de risque concurrentiel. Oui, moi, je suis d'accord avec vous, mais du coup, comme on m'a posé cette question, il fallait que j'avance des arguments autres que. Oui. Je pense que je ne suis pas en concurrence avec eux. Oui. Et je vous enverrai. Alors, à la rigueur, on avait fait un petit texte avec le juriste sur la règle cette fameuse règle des 4P, parce que dans le cadre de la ressourcerie, c'est des questions qui reviennent souvent.
Moi, je suis confrontée exactement au même problème avec les aides techniques médicales. Et là, je suis en concurrence avec les pharmaciens, les distributeurs de matériel. Et là, c'est un champ concurrentiel qui est beaucoup plus sensible, parce que c'est pas du grand public comme les jeux. Ça s'adresse à un public bien particulier. Donc, voilà. Je ne sais pas si je pourrais pas me retrouver aussi dans ce cas-là où on dise oui, vous faites de la concurrence déloyale dans le sens où vous êtes subventionné et nous, on ne l'est pas. Voilà. Bah, c'est vrai que si vous avez des documents là-dessus, je veux bien mettre mon adresse Ouais. mail. Alors, la question de la technicothèque, ce qu'on appelle nous dans le Nord la technicothèque, la il faudrait que. L'édothèque, vous avez dans le Pas-de-Calais, je crois. Oui, oui. Parce que ça me. Parce que les pharmaciens, enfin, sauf erreur de ma part, je suis pas rentré dans le détail, mais ils ne proposent pas du recyclé, du réemployé. Non. Ils font de la location. Ouais. Donc, ça peut. Dans Oui, le bien sûr. cas de l'économie circulaire, ils nous répondent qu'ils en font déjà en faisant de la location. Oui, c'est vrai. Mais, et moi, j'avais. Ah mince, j'avais une question et puis elle m'a échappé maintenant. Bon, c'est pas grave. Ça reviendra peut-être. Il est midi, bientôt 5. Est-ce que d'autres personnes auraient envie de poser des questions? Des sujets qui n'ont peut-être pas été abordés en fonction de leur problématique? N'hésitez pas, c'est le moment. Ce sont les estomacs qui manifestement prennent le dessus. C'est ça. Je vois Stéphanie. Oh, j'espère qu'on a été clair. Et complémentaire par rapport à ce qui a été dit en juin. Donc, vraiment, Oui, a priori, c'est bon. J'espère. Excuse-moi, Sylvain, ça fait 2 fois. Non, je ne vais pas créer de structure d'insertion par. Ce n'était pas le but, hein, mais en tout cas, c'était faire en sorte que vous ayez conscience, vous ayez connaissance de tout ce qu'on entend par derrière le structure d'insertion par activité économique. Alors, je voulais quand même, pour ceux qui éventuellement n'étaient pas allés sur le chat, il y a Gaëlle qui nous a envoyé plein de liens. Merci beaucoup, Gaëlle. Entre autres, Sylvie, à votre réflexion concernant la mesure de l'impact social, eh bien, il y a possibilité de mesurer l'impact social et la VISE a édité justement un livret sur ce point, un guide. Allez de toute façon, d'un point de vue général, sur le site de la VISE. Et puis, sinon, avant que tout ça avant que je ferme ce webinaire, faites des copies de liens parce que Gaëlle a été très généreuse. Et voilà. Merci à l'équipe de l'IRIAE. Merci à tous pour votre participation. Hélène a mis elle aussi un petit message. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir ce webinaire. Le lien qui vous permettra de revoir ce webinaire et du coup de pouvoir revoir aussi le PowerPoint réalisé par Gaëlle, Stéphanie et Sylvain. Merci à tous, une belle fin de journée et à peut-être à une prochaine fois parce que je crois que Sylvain a abordé une idée de prochain webinaire. Donc peut-être en 21, peut-être en 22, ça voilà, mais voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Merci l'IRIAE. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci bien, au revoir.